Avoir confiance en soi, c'est formidable. Tous les entrepreneurs, tous les dirigeants, tous les leaders, tous les managers doivent en avoir autant que possible. Mais c'est pas la même chose que d'être sûr qu'on a raison. Quand on a été dans un métier pendant 25 ans, comme moi, un conseiller en stratégie, et qu'on se dit qu'on va faire autre chose, comment on s'y prend ? Olivier Sibony, économiste, professeur notamment à HEC Paris, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu vois une question à se poser qui est peu dans le radar de beaucoup d'entrepreneurs pour être un meilleur stratège ? Tu peux pas juger de la qualité d'un investisseur sur une décision d'investissement, ça paraît évident. Et pourtant, c'est l'erreur de raisonnement qu'on fait tous quand on nous demande de parler de nos bonnes et de nos mauvaises décisions. J'ai eu plein de fois des situations où une équipe commerciale dit « Mais on est tous devenus mauvais là parce que depuis 6 mois, on vend plus rien. » Mais les gars, si vous continuez à faire la même chose qu'il y a 6 mois et qu'il y a 6 mois, ça vendait très bien et qu'aujourd'hui, ça vend beaucoup moins bien, c'est probablement pas que vous étiez des génies il y a 6 mois et que vous êtes devenus des nuls. C'est peut-être que le marché est devenu plus dur. L'erreur, c'est que quand j'étais consultant, une des choses qui m'étonnait depuis vraiment mes débuts de consultant, c'est que nos clients, c'était des gens formidables. C'était des grands dirigeants de grandes entreprises qui prenaient des décisions très importantes. Et de temps en temps, il y avait une décision suffisamment compliquée, suffisamment difficile pour qu'ils se disent il faut faire appel à un cabinet de conseil, qu'on va payer très cher d'ailleurs, qui va vraiment analyser les tenants, les aboutissants et qui va nous faire une recommandation. De temps en temps, pas tout le temps heureusement, mais de temps en temps, il y en avait un qui disait j'ai bien écouté, vous me dites de ne pas le faire, tiens, par exemple une acquisition, vous me dites de ne pas y aller, j'ai bien compris, super, d'ailleurs vous m'avez écouté très cher, je vais le faire quand même. J'étais jeune, je disais, bon, ok, il doit avoir ses raisons, et puis on repartait, je demandais à mes partenaires expérimentés, blanchis sous le harnais, mais quelles sont les raisons mystérieuses pour lesquelles il décide quand même de faire cette acquisition qui nous paraît idiote. Il est en train de prendre ce qui nous paraît manifestement être une mauvaise décision. On a tous les éléments, on y a travaillé pendant des mois, on a tout analysé, etc. Et mes éminents collègues haussaient les épaules et disaient, peut-être qu'il n'est pas si bon que ça finalement. Curieux parce que PDG d'une grande entreprise, nous on n'est que les consultants, donc s'il n'était pas si bon que ça, pourquoi est-ce que ça serait lui et pas nous ? Non, c'est pas une très bonne. Ou alors il me disait il est devenu fou, c'est l'ego, c'est une espèce de perte de repères, de perte d'humilité. Voilà, c'était une espèce de folie progressive, car il était très bon jusqu'à maintenant, mais là maintenant ça y est, voilà, il est passé du côté obscur de la force. Et je me disais quand même, pas très satisfaisant comme explication, c'est pas très scientifique, quoi, de se dire... Et puis surtout, c'était pas un gars, ça se reproduisait, pas systématiquement, mais quand même assez souvent. Et donc, la question que j'ai fini par me poser, c'est pourquoi est-ce que des gens très intelligents, très compétents, avec les bonnes incitations, parce que quelquefois il y a aussi des problèmes de conflit d'intérêts, où les gens font ce qui est dans leur intérêt, pas dans celui de l'entreprise, ou dans l'intérêt de l'entreprise, pas dans celui de la société, de la planète. Ce sont des vrais problèmes, mais c'est pas celui-là. Ici, on a des gens qui font des choses qui sont pas dans leur intérêt personnel. C'est quand même bizarre. Pourquoi est-ce que des gens très intelligents se tirent dans le pied ? Et ça, c'est le sujet qui m'a amené, bien des années plus tard, j'aurais peut-être dû commencer plus tôt, à me tourner vers la recherche, en fait, et vers l'enseignement, à essayer de travailler sur cette question de la prise de décision, et en particulier des biais cognitifs dans la prise de décision stratégique. Ça me montre, on est tous sujets à ça, que c'est pas une question d'intelligence, et ça me montre à quel point on peut être compétent, intelligent, etc., et prendre une décision qui peut nous tuer. Et en l'occurrence, c'est pas une décision qui l'a tué. C'est une mauvaise décision qui s'est très bien terminée. C'est pire presque. C'est pire, parce qu'il a eu beaucoup de bol. En l'occurrence, le gars a eu beaucoup de bol avec les taux de change. Vraiment le truc imprévisible de chez imprévisible. Il a fait une acquisition à l'étranger, et il l'a surpayé d'une manière monumentale, mais les taux de change se sont retournés de telle manière que finalement ça s'est bien terminé pour lui. Et là donc c'est pire, c'est comme si, pour prendre l'exemple de la roulette russe, je prends mon pistolet, je tire, je survis, et je tire la conclusion que du coup je suis très bon. Oui, c'est une décision qui était probablement une erreur, au sens où avec les éléments dont on disposait à ce moment-là aussi rationnellement que possible, on n'aurait pas dû la prendre. 2, qui n'est pas un échec, qui est au contraire un succès. Et 3, qui est une erreur, en fait, quand on l'analyse, assez prévisible parce que nourrie par un certain nombre de biais cognitifs de l'organisation, du dirigeant, etc. Comme je te disais off, la notion des biais cognitifs, le fait de penser de manière critique, moi c'est un sujet qui me passionne au point que ça fait partie de notre top 3 des valeurs, Think Deeper.
Et donc, je suis très heureux de pouvoir creuser ce sujet avec toi. Je trouve que plein de fois, on prend des décisions qui sont pas forcément les bonnes. On pense qu'elles sont les bonnes. Et c'est magique, je trouve, qu'on puisse rendre un peu plus grand public le fait de prendre des bonnes décisions, être plus stratège, le fait de pouvoir être un meilleur manager. Déjà, peut-être qu'on fasse une introduction sur ce mot un peu bizarre qui est les biais cognitifs, que tu puisses nous dire ce que c'est et comment ça nous concerne tous, en fait, que c'est pas un truc juste pour des scientifiques. Non. Qu'est-ce que c'est que les biais cognitifs ? Alors on en parle beaucoup. Déjà, quand on parle de biais, souvent, on parle de biais racistes, de biais de genre, etc., avec une connotation morale qui est réelle. C'est pas du tout de ça qu'on parle. Quand on parle de biais cognitifs, on parle tout simplement d'erreurs partagées, d'erreurs prévisibles. Je prends un exemple tout bête. Si tu dois faire une prévision sur combien de temps ça va te prendre de faire quelque chose qui prend un peu de temps, qui est un peu compliqué, qui est un peu inhabituel, par exemple faire des travaux chez toi, ou faire ta thèse de doctorat, eh ben on sait que tu vas avoir tendance à sous-estimer le temps nécessaire. C'est pas juste que tu vas te tromper, c'est normal qu'on se trompe quand on fait une prévision sur quelque chose qu'on ne connaît pas, mais on va avoir tendance à se tromper dans le même sens. On va sous-estimer le temps, on va jamais le surestimer. Tu rencontres rarement des gens qui disent « Ah bah tiens, j'ai fait des travaux chez moi, je pensais que ça allait prendre 3 mois, en fait c'était fini en 3 semaines. » Moi ça m'est jamais arrivé. En revanche, des gens qui disent « Je pensais que ça allait prendre 3 mois, ça fait 1 an et c'est pas terminé », il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup aussi quand on construit des centrales nucléaires, quand on construit des opéras, quand on construit des musées, bref. En général, il y a quelque chose qui s'appelle la planning fallacy ou le biais du planificateur qui fait que on se trompe dans le sens de sous-estimer le temps nécessaire pour faire quelque chose de compliqué. Donc ça, c'est un exemple. Optimiste. C'est un exemple de biais cognitif. En l'occurrence, on est trop optimiste sur celui-là. Quelquefois, on est trop pessimiste aussi. Mais il y a des situations dans lesquelles on peut prévoir la direction de l'erreur. Il y a une erreur que tout le monde a tendance à commettre. Pas tout le monde, mais statistiquement, une grande majorité des gens vont se tromper dans le même sens. Ça, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Voilà, l'idée de base du biais cognitif, c'est celle-là. C'est une erreur partagée. Bon, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup même des biais cognitifs. Il y en a beaucoup. Si on en choisissait 3-4 qui peuvent être le plus practical, qui peuvent être le plus utilisable là, pour nous au quotidien. Bon, celui que je viens de dire n'est pas sans importance. Pour tout entrepreneur, pour tout manager, l'idée que chaque fois que tu prévois quelque chose, ça va prendre plus longtemps que tu ne le crois, c'est pas inutile à se rappeler. Et tu as d'ailleurs une idée de ratio de est-ce qu'il faut que je double, est-ce qu'il faut que je rajoute 30% en moyenne ? Non, parce que on n'est pas tous égaux devant ça, et puis on devient meilleur avec l'expérience. Si tu es fabricant de cuisine, tu vas finir par savoir combien de temps ça prend de refaire une cuisine, alors que si c'est ta première cuisine et que tu l'as fait chez toi, tu le sais pas. Donc on devient meilleur aussi avec l'expérience, mais la tendance générale est toujours la même. Il faut juste l'avoir à l'esprit, et on parlera ensuite des remèdes ou des solutions, se rappeler qu'il faut aller chercher un remède ou une solution. Deuxième grand biais, il y a toute une série, je te donne juste les quelques-uns pour avoir les quelques idées à l'esprit. Deuxième grand biais qui va nous égarer très souvent, c'est le biais de confirmation. L'idée de base du biais de confirmation, c'est que quand on a une idée en tête, on va avoir tendance à ignorer les éléments qui contredisent cette idée et à donner plus de poids, à aller chercher et à donner plus de poids aux éléments qui confirment cette idée. Donc si par exemple, j'ai une opinion politique et que je lis les journaux, je vais trouver des tas de choses qui confirment mon opinion politique et je ne vais pas prêter assez d'attention aux idées ou aux éléments, aux faits, aux articles que je vois dans les journaux qui pourraient contredire cette opinion politique. Je vais soit ne pas les voir, soit les écarter parce que je considère qu'ils sont politiquement motivés, comme si moi je ne l'étais pas aussi, soit les mettre immédiatement, les challenger immédiatement, c'est-à-dire chercher immédiatement les raisons pour lesquelles en fait ils disent n'importe quoi, ils se trompent, chose que je ne fais pas ou que je fais beaucoup plus sélectivement quand je lis des articles qui sont du même avis que moi. Donc je vais renforcer mes opinions, je vais confirmer mes opinions au lieu de chercher à les contredire. Tu peux donner l'exemple dans un entretien d'embauche, dans un processus de recrutement en tant qu'entrepreneur, comment ça va se manifester par exemple ce biais de... Alors, grand classique de l'entretien d'embauche, on sait par plein d'études, et d'ailleurs par beaucoup de recruteurs qui le disent ouvertement, que la première impression compte beaucoup. Moi je vois souvent des recruteurs qui me disent, quand le candidat sort de l'ascenseur, je sais tout de suite si ça va faire l'affaire. Et ils ne devraient pas, bien sûr. S'ils faisaient correctement leur travail, ils devraient faire l'effort de passer les 45 minutes d'entretien à essayer d'avoir une opinion aussi factuelle et aussi objective que possible sur le candidat. Mais même si on essaye de faire ça, la première impression qu'on a est très puissante. Pourquoi ? Parce que quand je viens de rencontrer David et que je me dis « David a l'air d'être le candidat formidable », je vais lui poser des questions. Mais je ne vais pas lui poser les mêmes questions
que je pose à Pierre, dont je me dis, Pierre, il va pas faire l'affaire. Je vais poser à David des questions qui vont le mettre en valeur, des questions plus faciles en fait. Et je vais poser à Pierre des questions plus difficiles, des questions qui vont le challenger un peu plus. Et donc je vais confirmer mon opinion tout au long de l'entretien. Et à la fin, il y a de fortes chances que la conclusion que je vais avoir soit alignée avec la première impression que j'avais eue. Pas 100% de chance, encore une fois, c'est statistique. Hein. Donc il y a des fois où tu vas te dire, ah oui, c'est vrai que quand même, pendant l'entretien, il a dit 3 énormes bêtises, ça va pas faire l'affaire. Donc de temps en temps, tu vas changer d'avis. Mais la plupart du temps, tu vas confirmer ton opinion de départ à cause du biais de confirmation. On va y revenir sur le biais de confirmation. S'il y avait un troisième biais, tu penses qu'il pourrait être intéressant d'avoir en tête ? Un autre biais très important pour tous les entrepreneurs et tous les managers, c'est la pensée de groupe, les biais sociaux en fait. Le fait que quand on est dans un groupe, on va avoir tendance à tous penser pareil, tous penser comme le chef quand il y a un chef et que son opinion est connue, mais même quand il n'y a pas de chef ou qu'il a eu le bon sens de garder son opinion secrète, si on peut dire, on va avoir tendance à tous converger, à tous s'aligner. Y compris quand il y a des gens qui ont des opinions divergentes. Et on a tous été dans cette situation-là, hein, d'être dans un groupe où on voit les gens s'exprimer les uns après les autres, on se dit c'est curieux, ils ne sont pas d'accord avec moi. On va donc tous prendre une décision qui est contraire à ce que je pensais au début de cette discussion, et je crois que je vais me taire. Sauf qu'on est plusieurs potentiellement à penser la même chose. Et comme on est plusieurs potentiellement à se taire, en fait, on n'entendra pas les voix divergentes, on ne saura pas les choses que ces gens-là savent, on n'entendra pas les raisons pour lesquelles on aurait pu prendre la décision contraire, et peut-être qu'on va tous aller dans le mur en klaxonnant. Et ça, c'est un grave problème de beaucoup de processus de décision collective. Et donc, c'est super intéressant. Justement, comment ce biais-là, il se manifeste dans le brainstorming, par exemple ? Alors, le brainstorming, c'est un peu différent, parce que dans le brainstorming, on n'est pas en train d'essayer de décider, on est en train d'essayer de diverger, on est en train d'essayer de faire de la créativité. Donc, la théorie du brainstorming, l'objectif du brainstorming, c'est précisément qu'on construise les uns sur les autres et qu'on construise autant de divergences que possible. Le problème du groupthink, de la pensée de groupe dont je viens de parler, c'est plutôt que quand on est en train d'essayer de décider, on va converger trop vite. Donc, le brainstorming est d'une certaine manière une tentative de remédier à ça. Est-ce que ça marche suffisamment bien pour générer des idées ? Le brainstorming, c'est un autre problème. Mais est-ce que le fait de voir mes collègues donner des idées, tous plus ou moins dans un sens, il n'y a pas ce phénomène de je ne vais pas oser partager Normalement, non. Normalement, l'idée du brainstorming, c'est qu'on est censé se contredire, ne pas se censurer, etc. Donc si on le fait bien, ce qui est rarement le cas, mais si on le fait bien, on devrait arriver à surmonter ce problème-là. Okay. La difficulté, ce qui fait que le brainstorming est en fait une moins bonne solution qu'on ne le croit pour générer des idées, ce sont d'autres problèmes. C'est le problème que les gens ne sont pas forcément qualifiés pour générer des idées, ne sont pas forcément aussi créatifs qu'on le voudrait. Okay. C'est le fait que les gens, quand ils sont 10 dans une salle, il n'y en a qu'un qui parle à la fois, donc en fait on est moins productif que si chacun travaillait de son côté. C'est le fait que vous avez des passagers clandestins qui ne vont pas nécessairement avoir 100% de leur temps de cerveau disponible consacré au brainstorming et qui sont en train de faire leur mail ou de penser à ce qu'ils vont manger ce soir. Donc c'est pas forcément la méthode la plus productive pour générer des idées, mais c'est pas un problème de biais cognitif. Ok, très bien. Donc là on en a vu 3. Si on revenait sur le biais de confirmation, qu'est-ce que je peux faire pour justement, là typiquement, je suis recruteur, je viens de recevoir un collaborateur, il m'a fait une super bonne impression, qu'est-ce que je peux faire pour limiter l'influence du biais de confirmation ? Alors déjà, la première chose que tu peux faire, et que tu fais sûrement déjà, c'est de le faire voir par quelqu'un d'autre, ton potentiel collaborateur. À moins que tu sois vraiment tout seul dans ta boîte, tu vas essayer, et toutes les boîtes font ça, de faire interviewer un candidat par plusieurs personnes. Mais une chose que tu peux faire et que la plupart des boîtes ne font pas, c'est avant de faire ça, t'assurer que la deuxième personne qui va voir le candidat n'a absolument aucune idée de ce que tu en penses. Tu vois, tu viens de dire, j'ai vu un candidat, je l'ai trouvé bien, qu'est-ce que je peux faire ? La première chose que tu peux faire, c'est, j'ai vu un candidat, je ne dis à personne que je l'ai trouvé bien. Et quand je dis je ne dis à personne que je l'ai trouvé bien, ça veut dire que je vais passer le CV à Olivier en m'abstenant de lui dire, dis donc Olivier, tiens, voilà un CV, tu devrais voir ce candidat. Parce que rien que dans la manière dont je vais lui dire, je sais déjà ce que tu en penses. Donc il faut vraiment faire un effort conscient pour que chacun des individus, chacun des intervieweurs qui vont voir ton candidat soit complètement dans le noir sur ce que les autres en ont pensé, jusqu'au moment où vous allez en discuter, après avoir chacun écrit ce que vous en pensez, de manière à ne pas changer d'avis au contact des autres. Et qu'est-ce que tu penses, alors sans lui dire pour le coup le côté j'ai aimé, j'ai pas aimé, donc sans ce côté un peu opinion, de tiens, est-ce que tu pourrais assesser tel aspect ? Évaluer tel aspect. Oui, parce que j'ai pas assez creusé. Oui, mais en fait, la meilleure manière de faire ça, c'est de se demander, avant de tous commencer à le voir, quelles sont les choses qu'on veut évaluer, quelles sont les choses qu'on veut assesser, comme tu dis. C'est-à-dire, quels sont nos critères de recrutement. Idéalement,
de partager ces sujets entre les intervieweurs et de dire si on veut évaluer les compétences techniques, le fit avec la culture de l'entreprise et le drive ou l'énergie de la personne, voilà, je prends trois critères assez classiques, et ben on va demander à chacune des 3 personnes qui voient le candidat de regarder en priorité un de ces 3 aspects. Pourquoi ? Parce que si chacun essaye d'évaluer chaque chose, d'abord, on est moins productif que quand on focus sur des choses en particulier. Ensuite, parce que quand toi, tu vas dire à la personne suivante « Est-ce que tu peux vérifier telle chose là parce que j'ai pas pu tester ça ?» En fait, tu es en train de lui dire que tu as un doute. Oui, non, mais c'était dans ce sens-là. C'est dans le sens, la personne a dit quelque chose, c'était peut-être pas dans mon sujet de focus, mais je sais pas, j'ai Tu l'as influencé. Quand tu dis ça, tu l'as influencé. Et si on peut éviter que tu l'influences, c'est mieux. Okay. Alors, s'il y a un vrai loup, un truc qui n'était pas prévu, un sujet qui n'est pas dans vos critères et qui est apparu dans l'entretien, il faut évidemment en tenir compte et éventuellement le creuser. Mais en règle générale, si tu peux définir tes critères à l'avance de manière suffisamment précise et partager les sujets entre les individus, c'est pas mal. Ok, alors peut-être juste pour changer de direction dans la question, imaginons que justement on est en train de parler et la personne parle, elle commence à raconter brièvement une anecdote avec son ancien manager, c'est pas le sujet ce sur quoi je suis en train de me focaliser moi, mais je sais pas, la manière dont elle en parle, je me dis tiens, ça m'intrigue. Donc là peut-être pas tant à cesser, mais dire au prochain recruteur, tiens, est-ce que tu pourrais creuser ce qui s'est passé avec son manager, parce que, sans dire de parce que... Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Okay, parce que ça peut être, si effectivement tu te dis que tu as peut-être débusqué un sujet qui n'était pas dans tes critères mais qui t'alerte pour une raison ou pour une autre, ça serait idiot de ne pas le creuser. Mais ça doit rester relativement inhabituel. Si tu as bien défini ce que tu cherches, tu dois avoir une idée de ce que tu cherches et une idée de la manière de le vérifier. Autre manière de lutter contre le biais de confirmation, d'ailleurs, contre tous les biais qu'il va y avoir dans un processus de recrutement, il y a beaucoup de choses que tu cherches à évaluer chez un candidat, que tu peux évaluer de bien meilleure manière que dans un entretien. C'est assez étonnant, au fond, quand on se dit, je veux évaluer, je recrute un développeur. Voilà, ou prenons un exemple encore plus basique, quelqu'un qui va travailler au département marketing, qui va devoir produire des contenus pour le web ou pour de la documentation, etc. Qu'est-ce que je fais ? Je fais un entretien, je lui demande, alors qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Qu'est-ce que vous avez produit comme contenu, etc. Et il me raconte, j'ai produit ça, et je me dis, ah oui, c'est bien ce qu'il a produit. Oui, donc je suis influencé par la manière dont il me le raconte. Et en fait, ce que je teste, c'est pas sa capacité à produire du contenu, c'est sa capacité à me raconter qu'il sait produire du contenu. C'est pas la même chose. Non. Si je veux savoir s'il est capable de produire du contenu, la meilleure manière, c'est de lui dire, écoutez, voilà un brief, vous avez 1 heure, produisez un contenu. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il va devoir faire. Et c'est vrai pour beaucoup de jobs. Alors, c'est pas vrai pour un PDG. Je peux pas le mettre en situation de diriger Orange pendant un mois pour savoir s'il peut diriger Orange. Mais si je suis en train de recruter quelqu'un pour à peu près n'importe quel poste qualifié d'entrée ou de middle management, normalement, je dois pouvoir tester ses compétences sur un job sample test, comme on dit, un test sur échantillon de travail. Et donc, entre le PDG, finalement, et la personne qui, justement, a un métier technique, par exemple les directeurs, ça pourrait être quoi un use case qui permet, par exemple, d'évaluer la capacité de la personne à prendre du recul, à la capacité qu'elle a à first principle thinking, je ne sais pas comment on dit en français, donc cette capacité à raisonner sur un problème. Est-ce que tu arrives à imaginer un use case où on peut arriver à assesser ? C'est plus compliqué. Il y a des assessment centers qui te disent qu'ils font des exercices de priorisation, d'inbox, pour essayer de voir la capacité des gens à trier l'essentiel de l'accessoire. Je ne suis pas nécessairement suffisamment expert pour avoir un avis là-dessus. Okay. Une technique tu parles de raisonner à partir des premiers principes. Une technique qu'utilisent beaucoup de gens, c'est d'utiliser des études de cas. Et qui est une technique inspirée des cabinets de conseil en stratégie qui utilisent depuis longtemps des études de cas pour leurs entretiens de recrutement. À mon avis, c'est un abus c'est une erreur. Okay, c'est une erreur intéressante d'ailleurs. Parce que pourquoi les cabinets de conseil font des cas de stratégie ? Parce que pour eux, c'est un test sur échantillon de travail. Pourquoi ? Parce qu'ils recrutent des gens dont le métier va être de résoudre des problèmes de stratégie avec des clients. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans un entretien de conseil en stratégie ? J'en ai fait un certain nombre puisque j'étais conseiller en stratégie avant. Qu'est-ce que tu fais ? Tu te mets dans le rôle du client et tu demandes au candidat consultant de jouer avec toi le rôle du consultant. Donc, en fait, ce que tu étudies, c'est pas tant sa capacité à résoudre un problème. Bien sûr, c'est un peu ça. Mais c'est global. C'est plus sa capacité à interagir avec un client dans le rôle de celui qui doit l'aider à accoucher de la résolution d'un problème en travaillant ensemble. Donc en fait, c'est un test global,
non seulement de sa capacité à résoudre des problèmes, mais aussi de sa capacité à interagir avec un client. Si on voulait simplement connaître sa capacité à résoudre des problèmes, on lui donnerait un test de QI. Tu vois, d'ailleurs, c'est pas une mauvaise solution pour la plupart des postes, hein. C'est très impopulaire ce que je dis là, mais il n'y a pas de job pour lequel ça soit un avantage d'être moins intelligent. Ça n'existe pas. Dans tous les jobs, toutes choses égales par ailleurs, il vaut mieux avoir un QI plus élevé. Et tu différencies un test de QI d'un test cognitif, par exemple ? Non, c'est la même chose. Ok. Simplement, on dit un test cognitif parce que test de QI, ça fait hurler tout le monde. Ça a toutes sortes d'évoquer, mais c'est exactement la même chose. Ok. Et donc toi, tu conseillerais, entre guillemets, pour des postes typiquement plus de direction, d'intégrer dans le processus de recrutement un test cognitif ? Il n'y a pas de raison de ne pas le faire en dehors de la manière dont c'est perçu. Parce qu'il y a un vrai sujet, hein, je ne te dis pas qu'il ne faut pas en tenir compte. Mais en bonne logique, il n'y a pas de raison de ne pas tester les capacités intellectuelles des gens qu'on recrute. Pour des postes intellectuels, je ne te parle pas de postes manuels. Hein. Et à quel point ils sont pertinents liés au facteur de stress de la personne quand elle est en train de faire le test ? Je ne me rends pas compte. Hein. Il faut les bons tests, il faut qu'ils soient bien calibrés, il faut essayer de faire en sorte que les personnes soient le moins stressées possible quand ils font les tests. Mais la question de la sensibilité au stress et du fait que ça crée une distorsion est tout à fait juste. Elle est juste aussi dans un entretien. Est-ce que les gens ne sont pas stressés par une situation d'entretien ? Non, c'est clair. Et pourquoi souvent, on pourrait considérer qu'il va y avoir aussi du stress dans leur travail et que c'est un... Voilà, donc il y a du stress dans toutes les méthodes de sélection, forcément. On veut juste réduire en fait la marge d'erreur. On veut réduire la marge d'erreur. Et en fait, c'est une question empirique. Tu vois, qu'est-ce qui prédit le mieux, qu'est-ce qui prévoit le mieux la performance des gens ? C'est une question qui se mesure et qui est mesurée depuis à peu près un siècle. Hein. Quelles sont les méthodes qui ont la meilleure corrélation statistique avec la performance qu'on va observer ensuite ? Il est avéré et incontesté. Je veux dire, ça fait pas un pli. C'est un sujet clos d'un point de vue scientifique que l'entretien tel que le pratiquent la plupart des gens est une méthode inférieure à peu près toutes les autres méthodes, à l'exception possible des entrailles de poulet et de la graphologie, qui marchent encore moins bien. Mais c'est à peu près, il faut aller chercher ça pour trouver des choses qui marchent moins bien que l'entretien de recrutement classique. Et pourtant, on continue tous à en faire. Et on continue tous à en faire pourquoi ? Ça nous ramène au sujet des biais. Ouais. Parce que quand je suis le recruteur, j'ai toute une série de biais cognitifs qui me font penser que, en faisant un entretien de recrutement, je suis capable de prévoir si cette personne va bien performer dans mon entreprise. Pourquoi je pense ça ? D'abord parce que j'ai un biais de confirmation ou un biais de disponibilité, on va dire. Tous les gens qui sont encore dans l'entreprise sont des gens qui ont réussi. Et donc je vois tous les jours à la machine à café les gens que j'ai recrutés et je me dis « Ah, qu'est-ce que je suis un bon recruteur ?» Ceux que j'ai pas recrutés et que j'aurais dû recruter, je les vois jamais. Donc je suis jamais exposé à mes erreurs. Et ceux que j'ai recrutés et que j'ai eu tort de recruter, par définition, ils sont restés moins longtemps que ceux qui ont réussi. Donc je suis jamais aussi exposé à mes erreurs qu'à mes succès. Ensuite, dans la plupart des entreprises, je mesure pas. Quand je dis des échecs et des bonnes décisions de recrutement, j'ai posé plein de fois la question à des recruteurs, quel est votre taux de succès dans vos recrutements ? Et ils me regardent comme si je leur demandais la cylindrée de leur première voiture. Ils ont aucune idée. Et tu l'évaluerais à combien de temps ? 6 mois, 1 an ? En fait, la question qu'il faudrait se poser, c'est sur 100 recrutements que j'ai faits, sur une mesure de performance définie a priori, qui peut être, je ne sais pas, combien de temps ils vont rester dans l'entreprise, comment est-ce qu'ils sont évalués au bout d'un an, définissons-le. Quelle est la corrélation entre les notes que je donne en recrutement et la performance que j'ai derrière ? Ce n'est pas une mesure parfaite, parce qu'on ne mesure pas les gens qu'on n'a pas recrutés, donc on ne mesure qu'un type d'erreur, mais c'est déjà pas mal. Ça me permet d'avoir du feedback, ça me permet de m'améliorer, ça me permet de me dire « Ah bah tiens, oui, je suis plutôt trop dur sur certaines choses, trop généreux sur d'autres, donc je peux devenir un meilleur recruteur si j'ai du feedback. » Mais la plupart des gens en ont jamais. Donc en fait, on a un autre biais qui est que on va avoir tendance à penser qu'on devient très bon à faire du recrutement juste parce qu'on a plus l'habitude de le faire et que ça devient plus facile, sans jamais avoir de mesure de performance. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle en anglais fluency, c'est le fait qu'on devient plus confortable, plus à l'aise, merci, c'est le mot que je cherchais, plus à l'aise à faire quelque chose, et le fait qu'on soit plus à l'aise à le faire nous donne l'illusion qu'on est meilleur pour le faire. C'est pas du tout la même chose. On peut être très à l'aise à faire quelque chose parce qu'on l'a beaucoup fait, en étant en fait très mauvais. Tu peux être très à l'aise à faire des erreurs. Exactement. Exactement. Et c'est en fait le cas de la plupart d'entre nous quand nous faisons du recrutement. Si on en a fait beaucoup, on est de plus en plus à l'aise en n'étant pas meilleur. Ça me pose une question. Comment je fais la distinction entre... Je commence à avoir des modèles mentaux inconscients de plus en plus précis qui me permettent, avec très peu de temps, d'arriver à calibrer si mon candidat c'est le bon pour moi. Et en fait,
je suis complètement à côté de la plaque et c'est pas du tout, c'est un biais de confirmation. Comment j'arrive à distinguer ce truc-là? Parce qu'avec le temps, dans ton exemple, je pourrais me dire, peut-être que je développe quand même une forme de modèle mental. Oui. Alors l'intuition, la question que tu poses sur l'exemple du recrutement est une question plus générale qui est quand est-ce qu'il faut faire confiance à sa capacité à reconnaître des patterns, à avoir une intuition que je sais quelle est la réponse même si je ne suis pas capable de dire pourquoi. Et effectivement, moi j'ai été longtemps en position de recruter des jeunes consultants. C'est vrai que quand tu as recruté des dizaines de jeunes consultants, en faisant des centaines d'interviews, tu vois arriver une candidate, un candidat, et tu as une intuition. Tu as quelque chose qui te dit, cette personne, pas nécessairement instantanément, mais au bout d'un certain temps, tu te dis, cette personne va faire l'affaire, cette personne ne va pas faire l'affaire. Qu'est-ce que ça vaut, cette intuition? Ça, c'est une question tout à fait intéressante, à laquelle la réponse est assez, pas très compliquée, mais elle est plus compliquée qu'on ne le croit. La bonne réponse n'est pas, contrairement à ce que te disent tous les magazines que tu peux trouver dans un kiosque aujourd'hui. Je suis allé faire 2-3 photos dans un kiosque l'autre jour parce que ça m'amusait. J'ai trouvé 3 couvertures de magazines le même mois qui disaient toutes « Faites confiance à votre intuition », avec des formulations un peu différentes. Mais... Donc c'est pas ça la bonne réponse. La bonne réponse n'est pas « Faites toujours confiance à votre intuition ». La bonne réponse c'est « Faites confiance à votre intuition quand votre intuition vaut quelque chose ». Pourquoi est-ce que ton intuition vaudrait quelque chose? Pourquoi est-ce que quand tu vois arriver un candidat, tu reconnais des signes? Et c'est vrai pour des tas de choses, pas seulement pour un candidat. Ouais. Pourquoi est-ce que tu reconnais des signes? Parce que tu as éduqué ton jugement. Parce que tu as été exposé à suffisamment de cas, tu as suffisamment d'expérience. Et cette expérience t'a permis d'apprendre quelque chose, de telle sorte que tu es capable, à partir d'un certain échantillon d'informations, de reconnaître un pattern et de sauter directement à une conclusion sans même trop savoir comment. Mais pour ça, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. D'abord, il faut que tu aies effectivement beaucoup d'expérience. Ensuite, il faut que cette expérience ait eu un feedback, c'est-à-dire que tu ne sois pas juste de plus en plus à l'aise parce que tu as beaucoup d'expérience, mais que tu sois éduqué par ton expérience. Imagine le joueur de tennis qui taperait dans la balle et qui verrait jamais si la balle est trop longue ou trop courte. Il a beaucoup d'expérience. Il a beaucoup d'expérience, mais il n'a pas appris, il n'est pas devenu meilleur parce qu'il ne voit pas si la balle est trop bonne ou trop courte. Donc il faut que tu aies eu du feedback. J'en parlais il y a un moment que sur tes décisions de recrutement, on t'ait dit celle-là était bonne, celle-là était pas bonne, et que tu aies été en mesure d'apprendre. Il faut que ce feedback évidemment soit juste, c'est-à-dire que l'évaluation soit sur une bonne mesure. Et puis, last but not least, il faut que l'environnement dans lequel tu prends tes décisions n'ait pas trop changé et soit un environnement raisonnablement prévisible, ce qu'on appelle un environnement régulier, c'est-à-dire un environnement où les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si j'ai eu énormément d'expérience pour recruter des gens, des marketeurs à l'époque analogiques, et que tout d'un coup je me mets à recruter des marketeurs web ou des marketeurs mobiles, c'est pas forcément les mêmes profils et le genre de profil que j'ai appris à reconnaître est pas le bon. Je prends un exemple extrême parce que là il y a une rupture brutale, mais il y a des environnements où les mêmes causes produisent les mêmes effets et donc les mêmes profils peuvent avoir plutôt le même succès, et puis des environnements où c'est pas le cas parce que ça change trop vite pour ça. Donc, avant de te dire que tu vas faire confiance à ton intuition, il faut te poser 3 questions. 1, est-ce que l'environnement est régulier? Est-ce que je suis dans un environnement où, en gros, c'est suffisamment stable pour que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Si je suis joueur d'échecs et que je joue toujours aux échecs sur le même échiquier avec les mêmes règles, oui, c'est un environnement régulier. 2, est-ce que j'ai eu beaucoup d'expérience? Donc si je suis joueur d'échecs et que je suis Olivier, la réponse est non. Si je suis le champion du monde d'échecs, la réponse est oui. 3, est-ce que j'ai eu un feedback valable? C'est-à-dire, est-ce que je sais qui a gagné ou qui a perdu la partie quand je joue aux échecs? Oui, aux échecs, quand on est un joueur expérimenté, on peut faire confiance à son intuition. Oui, quand on est un recruteur, qu'on recrute toujours pour le même genre de poste, qu'on en a vu beaucoup, et qu'on a mesuré la qualité de ses décisions de recrutement, et que l'environnement n'a pas trop changé, alors oui, on a une bonne intuition. Mais quand on recrute des gens de profils très différents, dans un environnement qui change beaucoup, et que d'ailleurs on n'en recrute pas tant que ça parce qu'on fait que quelques recrutements par an, alors il faut accepter l'idée que son intuition ne vaut pas un clou. Et ça, c'est dur. Oui, c'est contre-intuitif dans ce que tu ressens. Oui, c'est très important ce que tu dis. L'expérience subjective d'une intuition qui te dit « ce type est génial » ou « ce type, je ne le sens pas » est peut-être tout aussi forte dans un cas où ton intuition n'est pas éduquée que dans un cas où ton intuition est juste. Enfin, en tout cas, est éduquée. Donc, l'intuition à laquelle il faut faire confiance et l'intuition à laquelle il ne faut pas faire confiance parlent avec la même voix. Tu ne peux pas les reconnaître autrement qu'en te posant les questions rationnelles sur est-ce que je devrais lui faire confiance. Ouais, c'est super intéressant.
Alors justement, du coup, continuons. Déjà, c'est quoi une bonne décision selon toi et comment prendre une bonne décision? Quand tu demandes aux gens de te raconter leurs bonnes décisions et leurs mauvaises décisions, quasi universellement, ils te disent « Ah bah, j'ai pris telle décision et ça s'est bien terminé, donc c'était une bonne décision. » Ou « J'ai pris telle décision et ça s'est mal terminé, donc c'était une mauvaise décision. » C'est-à-dire qu'on Sur évalue un tous... échantillon. Oui, on évalue tous la décision sur son résultat, sur ce qu'elle produit. Et au fond, c'est assez normal, parce que c'est ce qu'on cherche à faire. On cherche à obtenir un bon résultat. Le problème, bien sûr, comme tu dis, c'est que sur une décision, dans la mesure où on est dans une certaine incertitude et où il y a des impondérables, il y a de la chance, et puis on prend des risques, on est là pour prendre des risques quand on est des entrepreneurs, quand on est des managers, on ne peut pas gagner à tous les coups. Donc, on devrait être capable de se dire, là j'ai pris une bonne décision, ça s'est mal terminé, mais c'était quand même une bonne décision. Ou là j'ai pris une décision, ça s'est bien terminé, mais en fait la manière dont j'ai pris la décision et rétrospectivement les informations que j'avais, j'aurais peut-être pas dû le faire, j'ai eu de la chance que ça se termine bien. Oui, je trouve que dans l'investissement, c'est un super contexte pour le montrer. Dans l'investissement, c'est caricatural. On te dit, un tel est un génie parce qu'il a investi dans Google et qu'il a fait fortune. C'est formidable d'avoir investi dans Google. J'applaudis et j'envie les gens qui ont investi dans Google quand ça valait 1 million et qui l'ont gardé suffisamment longtemps. Bravo. Mais c'est pas parce que tu as eu un outlier qui, heureusement pour toi, est un super investissement que ton jugement est infaillible. Je ne sais pas du tout si on m'avait proposé cette opportunité, si j'aurais investi dedans ou pas, j'en sais rien. Si ça se trouve, non. Mais en fait, tu ne peux pas juger de la qualité d'un investisseur sur une décision d'investissement, ça paraît évident. Et pourtant, c'est l'erreur de raisonnement qu'on fait tous quand on nous demande de parler de nos bonnes et de nos mauvaises décisions. En fait, si on était, ce qu'il faut aspirer à être, je ne vais pas dire si on était logique, mais ce qu'il faut aspirer à faire, c'est à définir une bonne décision en fonction de l'information dont on dispose et de la manière dont on la prend, au moment où on la prend. Et par extension, on devrait être capable de se dire, ça c'est très dur dans une organisation, on devrait être capable de se dire, là on a pris une décision, ça s'est mal terminé, on est en train d'en tirer les leçons parce qu'il faut essayer de tirer les leçons de ces échecs, et bien si c'était à refaire, on le referait. Ça c'est très dur à dire dans une organisation. Tu aurais un exemple pour arriver à se visualiser un petit peu Je te donne un exemple qu'on raconte, que tu peux trouver dans des tas d'articles, comme la plus grande erreur stratégique des 50 dernières années. C'est l'histoire de Verizon, l'opérateur de télécom américain, à qui un jour, Steve Jobs, ou quelqu'un qui travaille pour lui, vient proposer d'être l'opérateur de lancement de l'iPhone. On est en 2006, donc l'iPhone sera lancé 1 an plus tard, et Apple, qui n'a jamais fabriqué de téléphone, vient leur dire « J'ai un produit extraordinaire, je ne peux pas vous en dire plus et je ne peux pas vous montrer de prototype parce que j'en ai pas encore, mais il sera extraordinaire, il va complètement révolutionner le marché. Je vous propose d'être l'opérateur exclusif du lancement de l'iPhone, mais évidemment, je pose mes conditions qui sont draconiennes. En particulier, je veux avoir un accès direct et privilégié aux données des consommateurs que normalement vous gardez pour vous. Je veux des taux de marge et des investissements commerciaux qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites pour les autres fabricants, etc. » Verizon étudie le dossier et dit merci, mais non merci. Et sur ce, Apple va voir AT&T. AT&T devient le partenaire de lancement de l'iPhone. Et AT&T va bien sûr gagner beaucoup de parts de marché et en prendre beaucoup à Verizon. Et donc tout le monde dit, pour Verizon, c'est une erreur stratégique. Est-ce que c'est vraiment une erreur stratégique ? Oui, évidemment, a posteriori, ils se disent, on aurait aimé faire différemment. Si c'était à refaire, sachant ce qu'on sait en 2009 ou en 2010, on ferait différemment. Bien sûr, si je devais choisir quel billet de loterie ou quel numéro cocher sur la caisse du loto et que je connais le résultat du tirage, je me mords les doigts de ne pas avoir coché les bons numéros, c'est évident. Mais au moment où ils prennent la décision, est-ce qu'ils prennent une mauvaise décision ? C'est pas si évident que ça. Ils sont leaders du marché largement, ils n'ont aucune raison d'accepter des conditions particulièrement draconiennes, ils n'ont aucune raison de croire a priori que l'iPhone va être la révolution qui va être parce qu'on ne leur en donne pas de preuves particulièrement convaincantes, et que d'ailleurs, pendant assez longtemps, même après l'annonce de l'iPhone, beaucoup de gens ne vont pas y croire, ne vont pas croire que ça va être la révolution que ça va être. Donc, au moment où ils prennent leur décision, il est tout à fait logique de leur part d'avoir une barre assez haute pour dire qu'ils vont prendre ce risque. Il est tout aussi logique, du point de vue d'AT&T qui est le challenger, de se dire « Moi, je suis le challenger, je suis prêt à prendre un peu plus de risques. » Donc en fait, la décision est assez rationnelle d'un point de vue comme de l'autre. Est-ce que ça veut dire que si c'était à refaire, il le ferait pareil ? Je ne suis pas sûr. Mais ça ne veut pas dire que c'est une erreur. En fait, on touche à la distinction entre le résultat et la décision. Si le résultat est un échec,
ça ne veut pas dire que la décision était une erreur. Et si le résultat est un succès, ça ne veut pas dire que la décision était une bonne décision. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser, il y a un entraîneur de football américain qui dit ça, c'est la qualité de notre entraînement va pas déterminer uniquement le fait qu'on va gagner le championnat. Par contre, il y a des chances que si on a le bon entraînement sur la durée, on gagne plus de championnats, mais en soi, débranchons-nous du fait qu'on gagne le championnat et de connecter les deux, parce qu'on peut faire l'entraînement le plus incroyable de l'année et avoir des facteurs externes, on se blesse, on a quelqu'un qui a une génétique particulière dans l'équipe adverse, on perd le championnat, alors qu'on s'est bien entraîné. Bien sûr. Et dans tout effort où il y a une partie d'aléa, une partie de chance, c'est-à-dire dans à peu près tout, grosso modo, à part la partie d'échec, grosso modo, et encore, enfin, partout où il y a un facteur chance, tu ne peux pas conclure en regardant simplement le résultat que la décision était bonne ou mauvaise. Et pourtant, c'est ce qu'on fait tous tout le temps. Oui, d'ailleurs, dans l'investissement, c'est assez drôle le phénomène que quand un investisseur fait 3-4 bonnes décisions d'affilée, il commence à prendre confiance dans sa capacité à prendre des bonnes décisions, prend plus de risques et souvent perd sa mise initiale. Oui, il y a aussi le phénomène d'excès de confiance qui se développe. On n'a pas parlé de ce biais-là, mais c'est un biais tout à fait évident et bien documenté. La tendance à se surestimer par rapport à la moyenne des gens. Je te disais, les recruteurs pensent tous qu'ils ont développé une capacité à faire du recrutement. Quand tu dis aux recruteurs ou aux investisseurs, voilà les statistiques sur le recrutement, voilà les statistiques sur l'investissement, ils te disent tous, ou ils pensent tous, même s'ils ne te le disent pas, oui, mais moi je ne suis pas dans la moyenne, je suis au-dessus de la moyenne. Et c'est normal. On pense tous qu'on est au-dessus de la moyenne sur à peu près tout. La grande classique, c'est tu demandes aux gens est-ce que vous conduisez mieux que la moyenne ? 90% des gens te disent qu'ils conduisent mieux que la moyenne. C'est assez naturel, c'est assez sain d'ailleurs de penser qu'on est meilleur que la moyenne. Si on ne pensait pas qu'on est meilleur que la moyenne, on ne ferait pas grand-chose. Donc on a ce biais-là, et plus on va avoir de succès, plus il va effectivement se développer. Et plus on va être entouré de gens qui nous rappellent qu'on a eu du succès, plus il va se développer. Alors c'est super intéressant parce que je trouve le sujet de l'optimisme et de la confiance. Qu'est-ce qu'on peut apprendre justement d'être conscient qu'on a ce biais-là ? Tu vois, je pense à l'histoire de Michael Eisner, c'était l'ancien dirigeant de Disney, qui s'est mis à avoir, on l'appelait le Golden Finger, tout ce que tu touches, ça se transforme en or, et il s'est mis à avoir un ego surdimensionné, prendre des risques de plus en plus gros, entre autres celui de construire Disneyland Paris, en mettant des budgets colossaux, etc. Et donc c'est quelqu'un qui, il n'y a pas de doute qu'il a eu beaucoup de succès. Et puis après, ça se transforme progressivement en plein de décisions qui, en tout cas après coup, on considère que c'était des mauvaises. On pourrait revenir dans ce qu'on disait juste avant. C'est pas le plus mauvais exemple. C'est pas la pire catastrophe de l'histoire. D'excès de confiance. Si je souhaite à tous nos auditeurs d'avoir le succès de Michael Eisner quand même. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est comment tu fais quand tu... Parce que pour donner des exemples, donc il va virer son bras droit qui va créer DreamWorks, il va prendre plusieurs décisions à la suite. Je peux passer pas mal de temps à étudier son histoire. Mais le track record global n'est pas catastrophique. Non, on est d'accord. Il y a bien pire quand même. Ouais. Mais peut-être qu'il aurait pu avoir plus de succès s'il avait été attentif à ce biais-là. En disant là, j'ai enchaîné quand même beaucoup de victoires, tout le monde parle de lui comme le PDG. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a conscience qu'on peut être sujet à ce biais de surconfiance ? Il y a une distinction que j'emprunte à Julia Galef, dont le livre là-dessus est qui s'appelle The Scout Mindset, et est très intéressant, qui est la suivante. Avoir confiance en soi, c'est formidable. C'est indispensable. Tu peux pas être un leader, tu peux pas être un entrepreneur, tu peux pas faire grand-chose dans la vie si tu n'as pas confiance en toi. Il n'y a rien de pire que de pas avoir confiance en soi, de se sous-estimer. Tu peux pas entraîner les autres, tu peux pas être convaincant, tu peux pas faire grand-chose, grosso modo, si tu n'as pas une capacité d'exprimer la confiance dans ce que tu vas entreprendre et donner envie aux autres de te suivre. Appelons ça la confiance sociale. C'est la perception sociale que tu as confiance dans ce que tu vas faire. Ça, tous les entrepreneurs, tous les dirigeants, tous les leaders, tous les managers doivent en avoir autant que possible. Mais c'est pas la même chose que d'être sûr qu'on a raison. Ce que Julia Galef appelle la confiance épistémique, ou l'absence d'excès de précision. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je te donne un exemple que, là encore, j'emprunte à ce livre. Quand Jeff Bezos crée Amazon, il disait à ses investisseurs, il y a 70% de chances qu'on se plante, n'investissez que si vous pouvez vous permettre de perdre tout votre argent. Quand Elon Musk crée SpaceX, il disait, il n'y a pas plus de 10% de chances qu'on arrive à mettre une fusée en orbite. Mais, disaient l'un et l'autre, les enjeux sont tellement énormes si on réussit que le jeu en vaut la chandelle. Il y a des risques qui méritent d'être pris parce que le rendement, si on réussit, est tellement élevé que ça vaut le coup de prendre le risque. C'est donc parfaitement rationnel de prendre ce risque-là. Ce qui ne serait pas rationnel,
c'est de dire « je suis sûr à 100% que ça va marcher ». Parce que si tu disais que tu es sûr à 100% que ça va marcher, tu serais prêt à prendre le risque pour un rendement bien moins élevé. Si tu penses que ça n'a qu'une chance sur 10 ou qu'une chance sur 3 de réussir, tu ne vas le faire que pour des risques qui, effectivement, valent le coup d'être pris. Donc, avoir une grande confiance en soi, c'est très très bien. Avoir une grande confiance dans ce qu'on entreprend et dans ce qu'on est capable de contrôler, c'est très très bien. Être surconfiant dans les chances de succès de ce qu'on ne contrôle pas, être trop précis dans l'estimation des chances de succès de ce qu'on fait, ça, c'est pas bien du tout. Et donc, il faut être capable de distinguer ces deux sortes de confiance. La confiance en soi, la confiance sociale, où c'est super d'en avoir beaucoup, et la capacité à savoir qu'on peut se tromper, une forme d'humilité intellectuelle, cette idée de confiance épistémique, la confiance dans ce qu'on sait, qui, elle, doit être beaucoup plus faible qu'on ne le croit. Le problème de beaucoup de dirigeants, c'est qu'ils confondent les deux. Parce que j'ai acquis une grande confiance en moi à la lumière de mes succès, à la faveur de mes succès, je deviens sûr que j'ai toujours raison sur ce qui va se passer. C'est pas parce que tu as eu beaucoup de succès dans la vie que tu peux savoir comment va évoluer une épidémie, comment va se développer le marché, comment va évoluer la conjoncture. Il y a des tas de choses que tu ne sais pas, quel que soit le succès que tu as pu avoir dans la vie et quelle que soit la grande confiance en toi que tu as. Être capable de distinguer les deux, ça, c'est la marque d'un très très grand dirigeant. Et quand tu dis ça, donc c'est parce qu'il y a entre soi et soi-même, c'est-à-dire la capacité à avoir l'humilité de se dire potentiellement je vais me tromper. Dans le contexte que tu donnais de Jeff Bezos et d'Elon Musk, il y a vraiment, c'est pas que entre eux et eux-mêmes, c'est aussi ce qu'ils ont communiqué à des investisseurs. Ça m'intrigue. Je sais pas si tu as vu les séries, par exemple là, récemment, qui sont sorties sur WeWork et Uber, etc. Alors encore une fois, c'est mis en scène et c'est storytellé, mais ils vont projeter pour le coup non seulement cette confiance sociale, mais ce truc de en fait, je vais y arriver, c'est certain, et c'est dans ce qui montre quelque part, ça va jouer aussi dans le fait que des investisseurs se disent en fait c'est sûr ça va marcher donc j'investis, là où dans l'exemple d'Elon Musk ou Jeff Bezos c'est comme si ça m'intrigue, ça me fait réfléchir de me dire dans le cadre par exemple de levée de fonds à quel point c'est intéressant de communiquer sur cette incertitude. Est-ce que ça dépend aussi du type d'investisseur que j'ai en face et du type d'investisseur que je veux, je sais. Alors, il y a une autre distinction dont on n'a pas parlé, c'est la distinction entre ce que je pense et ce que je dis. Je peux penser que j'ai 10% de chance de succès et dire à mes investisseurs que je pense que j'en ai 40. C'est à toi de voir. Après, ça pose des questions d'intégrité, de choix de ces investisseurs, de la relation que je veux créer avec eux, de compétences de ces investisseurs. C'est qu'il y a des investisseurs à qui tu peux faire croire que tu as 100% de chance de succès alors que tu en as 10, et puis il y en a à qui tu peux pas. Oui, il y en a que tu perdrais si tu leur faisais croire que tu étais à 100%. Et il y en a que tu perdrais si tu leur racontes que tu es sûr à 100%, parce qu'ils savent bien que c'est pas sûr à 100%, qui auraient été ravis d'investir chez quelqu'un qui est conscient des risques qu'il prend, mais qui ne veulent pas investir chez un mec qui est fou. Donc, il y a toutes sortes d'investissements, il y a toutes sortes d'investisseurs, il y a toutes sortes de gens à qui tu racontes toutes sortes d'histoires. Moi, je ne suis pas là pour te dire ce que tu vas raconter, je suis là pour t'essayer de t'aider à réfléchir à ce que tu devrais penser. Non, c'est super intéressant pour tout ça. Il y a un sujet qui est lié à tout ça, j'aimerais avoir ton opinion. Donc, comme je te disais en introduction, j'adore cette capacité qu'on peut avoir à avoir un esprit critique et réfléchir. Et j'ai des personnes dans l'équipe qui me font un feedback et qui me fait réfléchir, qui est de dire, mais David, comment tu sais qu'on n'est pas en train de rentrer dans le terme, c'est paralysis analysis. Ouais. Et que du coup, à vouloir absolument éviter les biais cognitifs, typiquement là on est en train de faire des choix d'outils, de CRM, d'outils de Customer Success. Moi, ma tendance, c'est que par exemple, quand j'ai quelqu'un de l'équipe qui me dit il faut absolument qu'on prenne HubSpot en tant qu'outil de Customer Success, et quand je leur dis ok, c'est quoi tes arguments, et quand j'entends que des avantages, pour moi j'ai tendance à le vivre comme une grosse alerte en disant j'ai envie que tu sois capable de me défendre presque ton choix contraire. J'ai envie que tu me donnes des arguments à ne pas prendre ton choix. Ils me font réfléchir sur me dire mais est-ce qu'on n'est pas en train à vouloir prendre la bonne décision, perdre plus de temps que itérer et apprendre. Et là je suis dans mon dilemme en ce moment. Bon, alors c'est une question très pratique et on va essayer d'y répondre de manière pratique. D'abord, il y a des décisions qui méritent qu'on y passe du temps et des décisions qui ne le méritent pas. Alors je ne sais pas dans le cas d'espèce si c'est une décision qui est engageante, lourde, irréversible, etc. Il y a beaucoup de décisions où en fait on a intérêt à ne pas y passer beaucoup de temps, à les prendre vite, parce que si on s'aperçoit qu'on s'est trompé, on peut en changer. La condition, bien sûr, c'est qu'il faut être prêt à dire qu'on s'est trompé. Et donc il faut développer une mentalité, une culture où on est prêt à reconnaître qu'on a fait une erreur,
Mais c'est pas grave, on va changer et on n'a pas perdu beaucoup de temps à analyser, tant mieux, c'est super, on change et comme disait Keynes, quand les faits changent, je change d'avis et vous faites quoi ? Il n'y a pas de honte à changer d'avis, au contraire. Jeff Bezos encore, je ne sais pas pourquoi je cite tellement Jeff Bezos aujourd'hui, mais dit les gens qui ont souvent raison changent souvent d'avis. Donc, il y a... Elle est géniale. Ouais, c'est un bon état d'esprit. Les gens qui ont souvent raison changent souvent d'avis. En fait, il faut être prêt à changer d'avis sur des choses où on peut changer d'avis. Donc, partout où on peut prendre une décision vite, parce que ça ne coûtera pas grand-chose d'en changer, prenons-la vite. Et d'ailleurs, déléguons-la. Un bon test, quand on est un dirigeant à un certain niveau d'une entreprise, c'est si une décision vous paraît facile, demandez-vous pourquoi elle est remontée jusqu'à vous. Normalement, une décision facile ne devrait jamais remonter jusqu'à vous. Ou à faible enjeu, voilà. Ou à faible enjeu. L'exemple extrême, c'est Barack Obama qui disait « Quand une décision arrive jusqu'à moi, c'est qu'elle n'est pas 80-20 ni même 60-40, elle est 51-49. » Et donc, il faut que je sois prêt, c'est l'implication de ça, à ce que mes décisions soient la mauvaise décision, enfin, donnent des mauvais résultats 49% du temps. Parce que les décisions qui remontent jusqu'à lui sont les plus difficiles. Hein. Alors, on n'est pas Barack Obama, mais si vous vous retrouvez à discuter dans un comité de direction de choses qui vous paraissent à être à faible enjeu et sur laquelle tout le comité de direction est d'accord, c'est qu'il y a un problème dans l'organisation de la décision dans l'entreprise. Donc, pour déjà ne pas être paralysé par l'analyse, simplifions, déléguons les décisions faciles et réversibles à des niveaux inférieurs de l'organisation. Ensuite, comment est-ce qu'on fait, une fois qu'on a décidé qu'on allait analyser une décision, pour ne pas être paralysé par un excès d'analyse ? Le réflexe que tu as quand tu dis « on ne me présente qu'un côté de l'histoire » est un très bon réflexe. S'il n'y a que des arguments pour, c'est qu'on n'a pas écouté les arguments contre, ou alors que c'est une décision évidente et qu'elle n'aurait pas dû remonter jusqu'à toi, je reviens au point précédent. Donc si elle arrive jusqu'à toi, que c'est une décision suffisamment importante pour arriver jusqu'à toi, et qu'il n'y a que des éléments pour, c'est qu'elle n'a pas été suffisamment bien instruite. C'est qu'on n'a pas entendu les raisons contre. Il doit y avoir un peu d'inconfort dans une décision. S'il n'y a pas d'inconfort, c'est qu'on a été exposé qu'à une vision partiale de la décision. Parce qu'encore une fois, si elle était simple, elle n'aurait pas dû remonter jusqu'à toi. Donc il doit y avoir un peu d'inconfort, il faut créer cet inconfort. Le risque, et c'est là qu'on en arrive à la paralysie par l'analyse, le risque c'est que cet inconfort finisse par créer une paralysie, parce que on s'est habitué à ne prendre que des décisions faciles, on s'est habitué à ce qu'on nous vende des décisions, à ce qu'on nous vende des projets en disant « c'est super, c'est super, c'est super, c'est super, c'est super, il y aurait pu y avoir des risques mais on les a éliminés, signez là ». Qui est la manière dont on vend les décisions dans beaucoup d'organisations. Et donc, quand on nous propose un plan qui dit « voilà les raisons pour, voilà les raisons contre, au fond, le pour l'emporte sur le contre, signez là », on dit « mais vous n'avez pas l'air si sûr de vous ». Et au fond, je ne suis pas si confiant que ça. On doit s'habituer à être plus confiant, à prendre des décisions difficiles et ambiguës, en ayant confiance de leurs difficultés et de leur ambiguïté, et sans se bercer d'illusions, sans se raconter des histoires, sur le fait que c'est des décisions faciles alors qu'elles ne le sont pas. C'est ça qu'il faut développer comme culture pour prendre des bonnes décisions. Et une bonne manière d'éviter d'être paralysé indéfiniment, c'est, quand on est dans ce processus, au début de ce processus-là, de fixer le deadline. C'est Eric Schmidt de Google qui disait « Un bon processus de décision, c'est discord plus deadline ». Discord, parce que s'il n'y a pas de discorde, s'il n'y a pas de contradiction, on est dans le processus que je te décrivais, où on est dans une sorte de soit d'autocratie, soit de vente persuasive, où on te dit signe là pour que tu prennes la décision qu'on veut que tu prennes. C'est pas sain. Inversement, comme disait Eric Schmidt de manière peu charitable pour le monde académique, s'il n'y a pas de deadline, on est dans une université. Oui, donc ça peut être éternel, quoi. Voilà. Donc tu commences par fixer le deadline et tu dis il y a un moment où même si on n'a pas toute l'information qu'on aurait voulu avoir, parce qu'on n'a jamais toute l'information qu'on aurait voulu avoir, même si on n'a pas atteint le niveau de confiance qu'on voudrait avoir parce qu'il n'est pas atteignable dans un délai raisonnable, on va prendre la décision et on a fixé le deadline à l'avance. Voilà en gros l'idée. 1, tu t'assures de ne prendre que les décisions que tu as besoin de prendre. 2, tu apprends à être confortable avec de l'ambiguïté et de la contradiction dans le processus de décision. 3, tu fixes un deadline parce que sinon tu risques effectivement d'être paralysé par l'analyse. J'adore ça, c'est super intéressant et clairement pour être objectif avec moi-même, j'ai à progresser dans ne pas prendre des décisions où en fait l'enjeu est trop petit et je vais basculer en micromanagement, et donc on est clairement dans le premier cas. J'aime vraiment aussi le fait de faire partie, d'intégrer à la culture ce Discord and deadline, je le trouve vraiment hyper puissant. Et j'aime beaucoup ce modèle, est-ce que c'est réversible, irréversible ? J'essaie de l'utiliser.
Mon enjeu, bon, il va être évident, c'est arriver à poser. Alors quand c'est extrême, c'est facile pour moi. C'est arriver à être juste, en tout cas à approximer ce qui est juste dans à quel moment on bascule dans irréversible, réversible. Parce que typiquement, dans le cas de ces décisions d'outils, on n'est pas dans la décision non plus totalement facilement réversible. Il y a un coût. Il y a un coût de migration, il y a un coût. Mais en même temps, hier j'avais une discussion avec Adrien, notre Head of Product, et qui me disait oui, mais bon, au global, est-ce que ça change l'outcome de l'entreprise qu'on cherche à atteindre? Il me faisait réfléchir sur ce côté-là. En gros, pour donner du contexte, on fait à peu près 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça serait quoi un modèle pour arriver à se dire, bon, là en fait, non David, ça reste dans le réversible. C'est coûteux, mais ça reste dans le réversible. Je ne sais pas si je suis clair dans ma question, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à définir la frontière. Tu as raison de dire que c'est une question de taille. Un jour, je parlais à un patron d'une très grande entreprise qui me disait « Au fond, pour moi, toutes les décisions sont réversibles, donc j'hésite pas, je les prends très vite. » Et lui, il se disait « Même quand je recrute un dirigeant à plusieurs centaines de milliers d'euros par an, si je fais une erreur, au bout de 6 mois, je me sépare de lui, ça va me coûter quelques centaines de milliers d'euros, c'est pas grave. Par rapport à la taille de mon entreprise, je peux me le permettre, et il faut que j'hésite pas à me le permettre, parce que l'enjeu est beaucoup plus important si je garde le mauvais dirigeant. » Donc c'est une question d'enjeu économique et de taille de la décision pour toi. Tu peux schématiquement te dire que chaque décision a un enjeu économique. Alors, il n'est pas que économique, il est humain, bon. Mais schématiquement, l'idée, c'est par rapport à la taille de la boîte, est-ce que tu es sur des décisions qui seraient trop coûteux de changer au bout d'un certain temps. C'est pas aussi noir et blanc que ça non plus, parce que changer au bout d'un an, c'est pas la même chose que changer au bout d'un mois ou que changer au bout de 3 ans. Donc, il y a des décisions où tu te dis, on peut se lancer et reconsidérer la question dans un mois en se disant comment est-ce que ça a progressé, comment est-ce que ça avance. Mais alors du coup, bon, si je tire le truc, quelle pourrait être un petit peu une zone, tu vois? Est-ce que c'est en gros, est-ce que 10%, forcément on peut pas faire comme ça, mais c'est moi pour essayer de réfléchir. Comment je sais que je fais pas un biais justement un peu une aversion à la perte et du coup d'être absolument à vouloir éviter de perdre 200 000 euros alors qu'en fait potentiellement à notre taille, on peut commencer à se permettre de prendre une décision mauvaise de 200 000 euros. C'est un peu les questionnements que je me pose en ce moment. Je vais pas te répondre avec un chiffre. Non, bien sûr, c'est pas ce que je te demande. Je vais pas te dire, vas-y, toutes les décisions. C'est plutôt comment avancer dans ce processus. À moins de 183 256 euros, tu peux les déléguer. Et c'est pas si simple que ça. Je pense que c'est plus la philosophie de la chose qu'il faut essayer d'avoir à l'esprit. Tu essayes pas juste de prendre des bonnes décisions, tu essayes aussi de construire une organisation. Tu essaies de construire une culture, tu essayes de développer des gens qui sont capables eux-mêmes de décider, qui sont capables d'avoir eux-mêmes les bonnes méthodes de prise de décision. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, quand ils vont décider, vont, comme toi, se demander quels sont les pour, mais aussi quels sont les contre, est-ce que la décision est réversible, est-ce qu'elle est à fort enjeu, et qui vont appliquer la même méthode eux-mêmes. Et donc, il faut que tu leur donnes l'exemple de cette manière de décider. Et ça dépend aussi des gens sur lesquels tu t'appuies. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent « Je suis complètement d'accord avec ce que vous racontez, mais à tel endroit, j'ai quelqu'un en qui j'ai pas confiance. » Ça arrive. Ouais, ça arrive. C'est un problème qu'il faut résoudre. Mais tu vas aussi adapter ton mode de décision aux gens avec qui tu décides et aux gens avec qui tu travailles. Trop bien. Il y a 3-4 ans, on a fait face à un problème de taille qui me frustrait énormément. On stagnait vers les 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et je comprenais pas comment m'en sortir. Jusqu'à ma rencontre avec Marc Simoncini où j'ai réalisé qu'un super entrepreneur, c'était pas quelqu'un qui était une machine en marketing, mais quelqu'un qui était une machine à recruter des talents. Et par hasard, en appelant la directrice du recrutement d'une des licornes françaises, elle m'a dit « J'ai entendu parler d'un outil dont l'investisseur principal de Notion, qui est un outil que j'adore, a investi dedans. Cet outil, il s'appelle HB. Et quand je l'ai testé, il y a 4 choses que j'ai vraiment adoré avec eux. La première, c'est qu'ils sont vraiment exceptionnellement bons pour construire du reporting et des dashboards qui sont vraiment clairs et arriver à extraire la data que j'avais besoin. La deuxième chose, c'est que souvent les outils de recrutement permettent de juste faire l'ATS et de gérer la relation d'un candidat qui vient de postuler, mais qu'il fallait utiliser d'autres outils de recrutement qui peuvent coûter jusqu'à 3 000 $ par employé pour pouvoir faire ce qu'on appelle du sourcing. Et là, ils étaient en train de construire une extension sourcing inclus dans le package global. La troisième chose qui était importante pour moi, c'est que je sais que les équipes ont du mal à utiliser un outil qui est pas facile et intuitif à utiliser et ils ont mis un énorme effort dans l'UX et l'UI, c'est intuitif.
Et la quatrième chose qui était importante pour moi, c'est d'avoir une API publique ouverte qui permette d'automatiser un maximum de choses. On s'est obsédé là-dessus, ce qui nous a permis de pouvoir absorber, alors qu'on avait une équipe de recrutement que de 2 personnes, on a reçu plus de 50 000 candidatures l'année dernière. T'imagines, quand t'es une boîte comme nous de 60, c'est hyper dur à gérer. Mais on a pu automatiser des filtres automatiques, des relances automatiques, on peut avoir des systèmes d'alerte pour savoir si on n'a pas géré un candidat, pour préformater la manière de recruter les personnes en fonction de chaque poste. Bref, c'est dingue. HB, on l'utilise maintenant depuis plus de 6 mois et franchement, c'est en train de nous permettre de créer de la talent density. Et donc je t'invite à regarder dans la description, regarder HB, c'est vraiment un outil incroyable. Aujourd'hui, Paradox, c'est quasiment 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et je pense qu'on a mis en place le système de recrutement qui va nous permettre d'aller jusqu'aux 100 millions de chiffre d'affaires. Donc HB, gros coup de cœur. J'aimerais qu'on parle de stratégie. Je trouve que le mot, tu le vois partout dans les magazines justement de management, d'entrepreneuriat. Et ça va de la stratégie TikTok qui consiste à publier 3 posts, à des stratégies d'entreprise. J'ai l'impression que ce mot ne veut plus rien dire dans l'inconscient collectif. Si, ça veut dire important. Oui. C'est un mot chic pour dire important. Quand on dit c'est stratégique, ça veut dire c'est important. C'est important. Là. Ou alors, quand on est le patron et qu'on dit c'est stratégique, ça veut dire fermez-la, c'est moi qui décide. C'est ça que ça veut dire en pratique dans le langage courant. Et donc, moi, je viens de commencer un bouquin, je crois qu'il s'appelle Good and Bad Strategy. Good Strategy, Bad Strategy, de Voilà. Richard Rummelt. Excellent bouquin, le meilleur Ok, sur la trop bien. stratégie. Ouais, Et donc ça me fait vraiment réfléchir sur qu'est-ce que c'est vraiment la stratégie. Voilà, c'est encore nouveau, je suis en plein dans cette réflexion-là. C'est quoi pour toi déjà la stratégie? Et c'est la même chose que pour Rummelt. Rummelt, dans ce livre, le dit de la meilleure manière qui soit, qui est, je le cite de mémoire donc approximativement, mais il dit « Quand je donne des cours de stratégie à des dirigeants, s'ils retiennent qu'une seule chose, c'est déjà pas mal. Et cette chose, c'est qu'il faut penser à ses concurrents. C'est aussi simple que ça. La stratégie, ça consiste à se rappeler qu'on a des concurrents. Ça paraît tout bête, hein, mais 100% des entrepreneurs que je vois quand je fais de l'investissement me disent « Ah ben nous, on n'a pas de concurrents, nous, c'est unique ce qu'on fait. » Et en général, ils ont un petit mapping qui dit « Bah voilà, il y a des gens qui essayent de faire, mais ils sont dans le cadran en bas à gauche, puis d'autres qui sont en haut à droite, puis d'autres qui sont en bas à droite. Il n'y a que nous qui sommes en haut à droite. Voilà. » Et quelquefois, on espère que c'est vrai, mais en général, on a quand même tous des concurrents. La stratégie, ça consiste à se demander comment est-ce qu'on va gagner par rapport à des concurrents. Ça ne consiste pas à se demander comment est-ce qu'on va bien servir ses clients, ça c'est du marketing, c'est très important. Ça ne consiste pas à se demander comment est-ce qu'on va lever de l'argent, ça c'est de la finance, c'est très important. Ça ne consiste pas à se demander comment est-ce qu'on fabrique son produit, ça c'est du manufacturing, c'est très important. Il y a des tas de choses très importantes. La stratégie, c'est comment est-ce qu'on va battre ses concurrents, comment est-ce qu'on va créer plus de valeur ou atteindre ses objectifs mieux, c'est pas forcément la valeur économique, mais comment est-ce qu'on va battre ses concurrents. L'idée centrale de la stratégie, c'est ça. Trop bien. Et justement, par rapport à ça, dans le bouquin, il donne un exemple avec Ikea, qui est de la manière dont ils se sont construits, fait que c'est très compliqué pour les concurrents de copier, parce que c'est pas juste un petit choix tactique, c'est tout le système qui est pensé. Alors je me souviens plus, mais la manière de construire les meubles, la distance à laquelle les entrepôts sont, bref, tout est pensé d'une manière qui fait que si moi je m'appelle But et que je veux concurrencer Ikea, c'est très dur. Je dois casser beaucoup de choses dans mon organisation. Il prend aussi l'exemple de Southwest Airlines, qui est qu'en fait, voilà, c'est la manière dont ils choisissent les pilotes, la manière dont ils les forment, enfin tout. Et donc, c'est structurel. Donc, quand moi je lis les exemples, je suis fasciné, ça m'inspire. Ce qui me manque pour l'instant, là où j'en suis dans le bouquin, et peut-être ce qui peut manquer à des gens qui nous écoutent, c'est comment après devenir un meilleur stratège. C'est-à-dire que j'ai les histoires qui sont fascinantes, et comment je deviens l'IKEA de mon marché. Quelles sont les questions que je peux me poser? Tu deviens probablement pas l'IKEA de ton marché, ni le Southwest Airlines de ton marché, parce que des IKEA et des Southwest Airlines et des Apple, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi il n'y en a pas beaucoup? Parce que c'est ce qu'on appelle en stratégie l'avantage concurrentiel, ou l'avantage concurrentiel durable quelquefois. En gros, on est face à des exemples dans lesquels il y a effectivement un avantage durable. C'est-à-dire que par rapport à leurs concurrents, il y a une raison pour laquelle... Il y a des raisons, d'ailleurs un ensemble de raisons qui se renforcent mutuellement, c'est ce que Rummelt explique très bien, pour lesquelles ils sont capables de faire des choses que leurs concurrents ne sont pas capables de copier. La question que tout le monde peut se poser, que tout le monde devrait se poser, sans aller jusque-là, c'est se dire, si je suis tellement bon, si je suis tellement génial, si je suis tellement fort, si je sers tellement bien les clients, si je leur donne tellement ce qu'ils veulent, pourquoi diable est-ce que des concurrents ne vont pas faire pareil que moi? Et si tu n'as pas une réponse très très convaincante à cette question, dans un mois ou dans un an, un concurrent
qui forcément a les poches plus profondes que toi si tu es un entrepreneur, et a les moyens de t'écraser, fera ce qu'il faut pour t'écraser. Donc il faut que tu puisses répondre à la question, pourquoi est-ce que mes concurrents ne vont pas imiter ma stratégie ? Et ça peut être plein de choses. Ça peut être, par exemple, parce que tes concurrents ne te voient pas venir, ça arrive. Ça peut être parce que tes concurrents te méprisent, ou pensent que tu ne t'attaques qu'à une partie du marché qui ne les intéresse pas. L'exemple classique de la disruption, la théorie de la disruption, c'est que les disrupteurs commencent par s'attaquer à des segments de marché que les leaders méprisent, que les leaders considèrent comme indignes d'eux, pas suffisamment rentables, pas suffisamment prestigieux, pas suffisamment attrayants, et que, en construisant une base de technologie, de compétences, de clients, etc., ils vont arriver à remonter vers des gens qui sont plus dans le cœur du marché. Donc, voilà une des raisons pour lesquelles tu peux te dire mes concurrents ne vont pas m'imiter. Une autre raison, bien sûr, c'est si tu as une technologie unique, un brevet, etc. Mais dans beaucoup de métiers où beaucoup d'entrepreneurs créent beaucoup d'affaires, il n'y a en fait pas de très bonne réponse à cette question. Et donc, il faut accepter l'idée qu'on n'a pas forcément d'avantage concurrentiel stratégique. Il y a des tas de boîtes qui n'ont pas d'avantage concurrentiel stratégique. Ça ne veut pas dire qu'elles vont mourir demain matin. Ça veut dire qu'elles vont être dans un marché concurrentiel où celui qui exécutera le mieux la même stratégie que tout le monde, qui aura la meilleure qualité d'exécution, aura un avantage opérationnel par rapport aux autres. C'est tout à fait courant, acceptable, c'est même la norme. Les situations comme Ikea sont rares. Les situations beaucoup plus fréquentes, c'est celle de ta société de médias, c'est on essaye de bien faire notre travail, il y a des tas d'autres sociétés qui sont sur le même créneau, on n'a pas d'avantage concurrentiel, je suppose, peut-être que je me trompe, on n'a pas d'avantage concurrentiel distinctif, mais on essaye de mieux faire notre travail tous les jours que les autres. Et ça, c'est une forme d'avantage qui, sans être un avantage concurrentiel durable au sens stratégique, est importante aussi. Et du coup, est-ce que tu conseilles justement à la majorité des entreprises qui sont dans ce cas-là, qui n'ont pas un immense avantage concurrentiel, une grosse barrière à l'entrée, de se poser la question comment on en crée une, de dédier de l'énergie à... Tu peux essayer de te poser la question de comment en créer une, bien sûr. Et tout le monde essaye plus ou moins, par les méthodes classiques de son secteur, tout le monde essaye plus ou moins d'en créer une. L'exemple classique, c'est la marque, bien sûr. Dès que tu crées une marque, tu espères que tu crées une forme d'avantage concurrentiel, une forme de barrière à l'entrée. Le mot est trop fort parce que c'est pas une barrière. Il n'y a pas de marque qui soit tellement forte qu'elle est inimitable ou inconcurrençable. Simplement, tu peux essayer d'élever un petit peu le coût pour quelqu'un qui essaye d'être là. Tu peux essayer de faire en sorte que ta marque te permette de vendre un peu plus cher et donc de recruter des gens un peu meilleurs et donc d'avoir un avantage d'exécution un peu plus important. On n'est pas dans des avantages de même nature que celui d'Apple avec ses technologies et sa base installée, ou d'IKEA avec son système. Dans les entrepreneurs avec qui, ou les dirigeants avec qui tu as pu travailler, est-ce qu'on a... Donc tu as déjà donné le côté penser à ses concurrents. Est-ce que tu vois un autre exercice ou un autre outil que très peu d'entrepreneurs connaissent et qui pourrait les rendre moins tactiques, plus stratégiques, moins dans le côté je fais des petites choses là et penser à plus long terme? Une question à se poser, un outil qui est peu dans le radar de beaucoup d'entrepreneurs pour être un meilleur stratège. Faudrait que je réfléchisse. Penser aux concurrents, c'est l'idée de base. On peut déjà dire ce qui sert à rien. Ce qui sert à rien, c'est les pseudo-discussions stratégiques. En particulier, moi, il y en a une qui m'alerte toujours, c'est les fameuses SWOT, les forces, faiblesses, opportunités, menaces. C'est complètement creux en général. C'est pas impossible en théorie de faire une bonne analyse force-faiblesse, etc. Mais en général, ce qu'on voit quand on voit ce genre d'analyses qui sont faites par des vrais gens, c'est toutes sortes de platitudes sur nos forces, c'est qu'on est formidable, nos faiblesses, c'est qu'on n'est pas si formidable que ça, nos opportunités, c'est que le monde est vaste, et les menaces, c'est que le monde est vaste et plein de menaces. C'est à peu près le niveau de contenu qu'on arrive à avoir. Donc ça, c'est pas très utile. Je pense que ce qui est plus valable, toujours dans l'idée de regarder ses concurrents, une chose qu'on peut faire, je ne dis pas qu'il faut la faire systématiquement ni tous les mois, mais une chose qu'on peut faire, c'est un exercice de wargaming ou de se mettre dans les chaussures de ses concurrents. Se dire, on va littéralement simuler l'exercice où on est notre concurrent principal, on est en train de faire notre exercice de stratégie, quel est notre plan ? Et en fait, on va s'apercevoir que tout ce qu'on est en train de prévoir nous, nos concurrents, logiquement, sont en train de le prévoir aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison de penser, sauf exception, qu'on sait des choses que les autres ne savent pas, qu'on a des insights que les autres n'ont pas.
Donc, ça va nous amener à anticiper des réactions qu'on n'anticipe pas et à avoir un coup d'avance, si on le fait bien, sur nos concurrents. Et ça va nous éviter l'erreur assez classique de la plupart des plans stratégiques, qui est de dire, voilà, on va faire ça, on va obtenir tel résultat, on va prendre tant de parts de marché aux concurrents, et ça va être formidable. Et puis ensuite, on revient à la prochaine, on se dit, zut, les concurrents, ils ont riposté, en fait. Ils n'ont pas attendu qu'on vienne leur piquer leur sandwich en disant, oups, on m'a piqué mon sandwich. Non, ils se sont levés, ils nous ont mis un point dans la figure. Ah bah oui, c'est assez logique. Quand tu vas piquer le sandwich de quelqu'un, normalement, il se défend. Mais simplement, tu ne le prévois pas dans ton plan. La plupart des plans, on n'anticipe pas les concurrents. Donc, l'idée de penser aux concurrents, c'est l'idée de base de la stratégie. Un des outils opérationnels que tu peux avoir pour mettre ça en pratique, c'est littéralement se demander ce que vont faire les concurrents en faisant ce que font les militaires quand ils font un wargame, en se disant, il y en a qui jouent le rôle du concurrent, et on essaye d'anticiper les mouvements de troupes et de se demander comment ça va se passer. Non, c'est génial, parce que je trouve que ça permet en plus de réaliser de manière un peu évidente qu'il y a des grandes chances que toutes les idées que je trouve géniales, il les ait aussi, et donc elles sont pas si géniales. Ou alors, pour qu'elles soient géniales, il faut les exécuter d'une manière différente. Ouais. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est d'essayer d'avoir un coup d'avance par rapport à celui qui est en face. Soit dit en passant, ça force déjà à se poser une question de base, mais que beaucoup d'entreprises ne se posent pas, qui est, et d'ailleurs nos concurrents, c'est qui ? Les vrais concurrents, ça force à se demander qui c'est, ça force à se demander quand on dit c'est qui comme société, c'est qui comme personne ? Qui sont les décideurs chez vos concurrents ? Vous les connaissez ? Vous connaissez ces individus-là ? Vous connaissez leur histoire, leur psychologie, ce qu'ils ont fait avant, les choses qui comptent pour eux, les choses auxquelles ils font attention ? Vous savez vous mettre dans leurs chaussures ? Quand on arrive à faire ça, déjà, on a une longueur d'avance que peut-être eux n'ont pas. C'est clair, super intéressant. Alors, tu me corriges si je me trompe, mais je crois que justement dans le bouquin Good Strategy, Bad Strategy, il parle que la stratégie, il y a un élément de risque dans une bonne stratégie. Je crois que c'est ça dont il parle. Et donc, j'aimerais qu'on parle un peu de cette notion de risque, que justement, je me suis mis dans la place, dans les yeux de mon concurrent. Je me suis rendu compte qu'il y a des grandes chances qu'il fasse ça comme moi. Et là, je me dis, en fait, il y a ce truc-là qui est plus risqué, qui va peut-être pas penser ou oser faire, et qui, si ça marche, peut nous différencier. Tu vois, je te parlais par exemple du laboratoire de recherche pour nous. Je connais aucune école de coaching qui investit dans de la recherche. Ça pourrait être un gros élément différenciant. En plus d'éléments différenciants, c'est un sujet qui, moi, m'intéresse vraiment. Comment j'aborde cette décision pour arriver à évaluer, en fait, est-ce que c'est un bon risque à prendre ? Je ne sais pas comment exactement formuler ma question, mais en fait, tu viens de la formuler exactement comme il faut. Est-ce que c'est un bon risque à prendre ? On va forcément prendre des risques. Paradoxalement, la manière dont la plupart des entreprises prennent des risques, c'est en se berçant de l'illusion qu'elles n'en prennent pas. Quand tu vois les présentations PowerPoint de propositions d'investissement, en général, l'avant-dernière slide, juste avant « Thank you », l'avant-dernière slide de la présentation, c'est « risque », colonne de gauche, et puis la colonne de droite, c'est « voilà ce qu'on va faire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque. Vous pouvez signer les yeux fermés ». C'est-à-dire qu'on te raconte toujours l'histoire d'une prise de risque comme si on avait éliminé les risques. En gros, on t'en fume. Donc, bien prendre des risques, c'est d'abord accepter qu'on est en train d'en prendre. C'est d'abord accepter que dans le business, on prend des risques et que si on arrête d'en prendre, ou si on se berce de l'illusion qu'on n'en prend pas, on est en train de se raconter des histoires, et si on arrête d'en prendre, on est en train de s'enterrer. Et donc, de temps en temps, quand on va prendre des risques, on va avoir des échecs. Et il faut être prêt à en subir les conséquences aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que les bons risques ? D'abord, c'est des risques où l'échec ne te met pas en situation de danger de mort. Si toi, tu dis je vais lancer un projet de recherche à 10 millions et je pense qu'il va m'en rapporter 20, tu peux peut-être pas te permettre de perdre 10 millions. Donc il faut déjà des risques qui, à la taille des risques que tu peux te permettre de prendre. Comme disait encore une fois Bezos, n'investissez que si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. C'est quand même une règle de base à avoir à l'esprit. 2, c'est un risque dont on connaît effectivement l'ampleur. Si on se berce de l'illusion qu'on est sûr à 99% de réussir, alors qu'en fait on est sûr à 50%, on est en train de mal évaluer le risque. Et un risque qui est mal évalué conduit à des mauvaises décisions. Et 3, une fois qu'il est bien évalué, c'est un risque dont l'enjeu est suffisamment important pour que ça vaille le coup de le prendre. Je suis en train de te décrire le casino. En théorie, quand tu vas dans un casino, tu sais que les chances de gagner à tel jeu sont de temps, et donc tu vas choisir les jeux où tu as les meilleures chances de retour. C'est la théorie de la décision rationnelle. En pratique, là où ça se complique, bien sûr, c'est qu'on n'est pas au casino où les pourcentages de succès sont connus, on ne connaît pas les probabilités de succès. Donc, si on veut apprendre à être un décideur rationnel en matière de prise de risque, il faut apprendre à évaluer
aussi rationnellement que possible, ça ne sera jamais aussi précis que quand tu fais tourner une roue de roulette, mais il faut apprendre à évaluer aussi rationnellement que possible le niveau de risque qu'on prend. Comment on fait ? On essaye, c'est très dur, mais on essaye d'apprendre à quantifier son niveau de confiance dans différents événements. Par exemple, si dans quelques jours il y a un match de foot et que je suis convaincu que mon équipe préférée va la gagner, je suis convaincu à combien ? Je suis convaincu à 100%, je suis convaincu à 70%, je suis convaincu à 51%. C'est pas du tout la même chose. Si je suis convaincu à 51%, je suis prêt à prendre un pari avec une cote qui n'est pas du tout la même que quand je suis sûr à 99%. Quand je le donne sur l'exemple d'un pari sportif, on voit bien cette idée de cote de probabilité. Tu peux appliquer en fait la même logique à n'importe quelle décision de business. Je suis sûr que mon idée de lancer un laboratoire de recherche va me rapporter tant en nouveau business. Ok, tu es sûr à 100%, à 90%, à 60%. Si tu fais cet exercice et que tu le fais sur un certain nombre de décisions, tu vas apprendre à calibrer ton niveau de confiance, tu vas te rendre compte invariablement que tu es trop précis dans tes estimations, trop confiant, c'est-à-dire que quand tu es sûr à 90%, en fait, ça ne se produit pas 90% du temps, ça se produit que 70% du temps. Que quand tu es sûr, au contraire, que ça a 0% de chance de se produire, en fait, ça se produit 10% du temps. Donc, tu vas apprendre à nuancer tes jugements, tu vas apprendre à avoir une meilleure calibration, comme on dit, ou un meilleur calibrage, je pense qu'on doit dire en français, de tes niveaux de certitude. Et quand tu vas devenir meilleur à faire ça, ce qui est difficile et qui prend du temps, tu vas devenir meilleur à choisir les risques que tu prends. Trop bien. Il y a une image qui m'a fait... auquel j'ai pensé quand tu parlais de ça, que je trouve intéressante, c'est l'image de la roulette russe. Et qui est... même si tu survis, tu gagnes beaucoup d'argent. Le problème, c'est que tu es en train de jouer à un jeu où si tu perds, tu peux plus rejouer. Oui, oui, c'est... Et ce qui d'ailleurs soulève un problème dont on n'a pas encore parlé, qui est le biais du survivant. Si tu ne demandes qu'aux gens qui ont gagné à la roulette russe, si c'est un bon jeu à jouer, ils vont tous te dire que oui. Et ça, c'est ce qu'on fait. Chaque fois qu'on demande aux gens qui ont eu du succès comment ils ont fait pour avoir du succès, c'est l'erreur de logique qu'on commet. Ça ne veut pas dire qu'on peut en tirer aucune leçon, mais quand tu demandes aux gens qui ont réussi, et on demande toujours aux gens qui ont réussi comment ils ont réussi, on ne demande jamais aux gens qui ont échoué comment ils ont échoué, c'est dommage, on apprendrait beaucoup de choses aussi. Quand tu demandes aux gens qui ont réussi comment ils ont réussi, ils te disent toujours des tas de choses dont on ne se demande pas forcément si les gens qui n'ont pas réussi les faisaient aussi. Exemple classique, la persévérance. Alors, les grands entrepreneurs te disent toujours moi si j'avais pas persévéré, j'aurais arrêté. Oui, ça, monsieur de la Palisse pouvait te le dire aussi. Les gens qui persévèrent pas arrêtent. C'est même la définition d'arrêter de persévérer. Le problème, c'est que parmi les gens qui se sont plantés, ils ont tous persévéré aussi jusqu'au moment où ils se sont plantés. Donc c'est pas assez distinctif. La persévérance, c'est pas distinctif. L'optimisme, on en parlait tout à l'heure, c'est pas distinctif. Évidemment que tous les entrepreneurs qui réussissent sont des optimistes, bien sûr. Tous ceux qui échouent étaient des optimistes aussi. En général, c'est même pour ça qu'ils se sont lancés. Donc c'est pas distinctif non plus. La confiance en soi, bien sûr que les entrepreneurs ont confiance en eux, heureusement. C'est pas distinctif non plus parce que les gens qui se plantent lamentablement ont tous aussi foncé dans le mur avec une grande confiance en eux. Donc en fait la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qui, dans l'expérience des gens qui ont réussi, est réellement distinctif par rapport à ceux qui réussissent pas. Donc la confiance, on pourrait la considérer plus comme un prérequis plutôt qu'un élément distinctif. La confiance, l'optimisme, la persévérance, et puis tant qu'on y est, le talent, l'intelligence, l'intégrité, que sais-je, des tas de qualités très importantes qu'on va observer chez les entrepreneurs ou les dirigeants qui réussissent, sont effectivement des qualités très importantes, mais pas distinctives. De même que s'ils te disaient « moi j'ai réussi parce que j'ai 5 orteils à chaque pied », tu dirais « c'est quand même curieux, oui c'est vrai, 100% des entrepreneurs qui deviennent milliardaires ont 5 orteils à chaque pied ». Oui, mais beaucoup de gens ont aussi 5 orteils à chaque pied. Et donc ça pose une super question, tu vois là autour de toi tu as plein de livres biographiques. Comment lire un livre biographique, que ce soit Einstein, Charles Darwin, Richard Branson, pour arriver justement à apprendre de la manière la plus efficace ? D'abord il faut le lire pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour l'inspiration plus que pour la leçon. C'est très important l'inspiration. J'adore lire des livres inspirants qui racontent des belles histoires, mais c'est pas pour ça qu'il faut imiter ce que l'histoire raconte. Et d'ailleurs, dans d'autres domaines, ça paraît évident. Si tu lis une biographie d'un champion de Formule 1 ou d'un aventurier qui part tout seul explorer l'Arctique, c'est formidablement inspirant. Ça ne veut pas dire que tu vas l'imiter. Non, je te confirme. On a eu Mike Horn il n'y a pas longtemps, j'aurais pas du tout envie d'avoir sa vie. En tout cas, moi non. Et pourtant, c'est passionnant à écouter. Donc,
lire pour avoir de l'inspiration, c'est merveilleux. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement chercher des leçons dedans. Ensuite, si on cherche des leçons, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre aussi, il faut essayer de trouver les choses qui sont effectivement distinctives. Et les choses qui sont distinctives, moi, je les trouve souvent dans la méthode, plutôt que dans les choix eux-mêmes. Par exemple, je parlais avec une grande entrepreneuse qui a très brillamment réussi il y a quelques jours, qui s'appelle Nathalie Bala, qui est la repreneuse de La Redoute, Wow. qui, avec son associé, a repris pour 1 euro symbolique La Redoute à un moment où personne n'y croyait. Donc elle rachète une boîte qui a beaucoup de dettes. Elle rachète une boîte dont tout le monde pense qu'elle est vouée à disparaître rapidement parce que c'est un dinosaure roubaisien de la vente par correspondance. Et elle en fait le leader du commerce, enfin un des leaders du commerce électronique en France, et elle le revend très cher aux Galeries Lafayette quelques années plus tard. Et Nathalie Bala dit il fallait être un peu inconsciente. Et en fait, c'est très intéressant. Parce que les gens qui te disent qu'ils sont inconscients, par définition, ne le sont pas. Oui, c'est comme un fou qui te dit qu'il est fou. Et quelqu'un qui est inconscient, et d'ailleurs elle te dit, on a vraiment bien analysé le dossier, on était dans la boîte depuis des années comme dirigeant, donc on savait exactement quelles étaient ses forces, quelles étaient ses faiblesses, comment il fallait faire pour la retourner et pour en faire un succès. On savait des choses que les autres ne savaient pas. Et donc on prenait un risque, mais on était très conscient de ce risque. Paradoxalement, les gens qui te disent qu'ils sont inconscients sont des gens qui sont très conscients du risque qu'ils prennent. Les gens qui sont vraiment inconscients ne te disent pas qu'ils sont inconscients, ils disent il n'y a pas de risque. Exactement. Tu vois, donc, ça, c'est le genre de choses dans l'expérience d'un entrepreneur dont on peut tirer les leçons. On peut tirer les leçons de voilà quelqu'un qui a pris un risque calculé en ayant le sentiment subjectif de faire quelque chose d'inconscient, c'est-à-dire en étant en fait très consciente du risque qu'elle prenait, mais sur la base d'une analyse aussi objective et rationnelle que possible. Voilà le genre de choses dont je me dis, quand je lis ça, c'est non seulement une inspiration, mais c'est une leçon. C'est quelque chose dont je peux tirer une vraie leçon. Je peux vraiment suivre l'exemple de Nathalie Bala sur cette histoire-là, comme on peut suivre des tas d'exemples de tas d'entrepreneurs sur des tas de choses, mais c'est plus sur la méthode, sur la manière de décider, que sur les choix qui sont faits proprement dit. Et encore plus que sur les qualités personnelles. Alors quand on te raconte telle personne a eu telle réussite parce que elle a telle et telle qualité personnelle, soit c'est pas vrai et c'est pas intéressant, soit c'est vrai et c'est pas intéressant non plus. Pourquoi ? Parce que ces qualités, toi, tu les as pas. Si on te dit Steve Jobs a pu gérer en autocrate parce qu'il avait un sens du design et une vision infaillible, bah, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que tu dois toi gérer comme autocrate, parce que par définition, s'il était si différencié, si exceptionnel que ça sur son sens de design et sa vision infaillible, tu n'as pas toi cette vision infaillible. Donc, essayer d'imiter les qualités personnelles ou le style de management d'individus qui ont réussi, ça me paraît pas logique pour le coup. C'est super intéressant. Là récemment, notre cher Elon Musk, il a racheté Twitter. Et donc, il y a plein de débats sur lesquels moi j'ai du mal, typiquement, à me construire des opinions sur ces prises de décision. Et typiquement, donc il y aurait un email, je dis il y aurait parce que je ne sais pas les parts de vérité, sur un mail qu'il aurait envoyé de règles de management, donc la manière de gérer des réunions, etc. Il a pris des décisions par rapport au licenciement. Moi, c'était, à la limite, je me suis presque plus enrichi de regarder les commentaires sur LinkedIn et voir les gens débattre entre eux. Typiquement, dans un truc comme ça, moi, ça me faisait réfléchir, de me dire, tiens, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose d'inspirant dans sa capacité à être un peu radical, décisif, avancé. Quand tu vois un truc comme ça, si j'essaie de m'appliquer un peu notre conversation, c'est un peu en mode, bon, bah, en fait, c'est trop spécifique, j'ai rien à apprendre, ou est-ce que il y a des questions que je peux me poser pour arriver à extraire quelque chose qui peut s'appliquer à ma personnalité, ma boîte, où j'en suis, parce qu'effectivement, on est très différents sur plein d'aspects. L'avenir dira si ce que Elon Musk va faire de Twitter. J'ai pas de pronostic, mais deux ou trois idées, deux ou trois choses qu'on peut en tirer quand même. Un, quand tu regardes Twitter, qui n'a à peu près jamais gagné un clou, c'est clairement une boîte qui n'est pas bien gérée. Donc, c'est pas en soi étonnant qu'un repreneur secoue un petit peu le cocotier et fasse des choses qui soient pas très populaires. C'est pas, en soi, c'est pas scandaleux. C'est presque ça, intellectuellement en tout cas. Intellectuellement, ça part plutôt sur de bonnes bases. Deux, la manière dont il le fait est scandaleuse. Et humainement et éthiquement scandaleuse. Envoyer des emails en disant aux gens j'attends de vous un serment de loyauté d'ici demain à 17h et sinon vous démissionnez, c'est juste pas des manières
c'est juste pas des manières, voilà. C'est pas des choses que moi je ferais, c'est pas un environnement dans lequel j'ai envie de travailler, c'est pas un environnement dans lequel des gens que je respecte ont envie de travailler. Voilà. 3, il y a là-dedans une partie d'irrationalité évidente. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études d'économie pour dire que si dans un marché où les gens ont des tas d'offres d'emploi, parce que c'est pas, les gens de Twitter ont plutôt des expériences qui sont faciles à recycler, tu dis aux gens je vous propose tous de partir, si vous restez vous allez travailler beaucoup plus sans être payé plus et sans avantage particulier, en tout cas que je vous garantisse aujourd'hui, si vous partez je vous paye 3 mois de salaire, c'est pas compliqué de savoir si c'est les meilleurs ou les moins bons qui vont partir. Logiquement, c'est quand même plutôt les meilleurs qui vont partir. Donc je peine à comprendre la logique de cette manière de s'y prendre. Normalement, quand tu fais ce genre de choses, quand tu es dans un turnaround, commence par sécuriser les gens qui sont importants, en t'assurant de les avoir de ton côté, etc. 4, il y a un risque extérieur et réglementaire que Twitter et Elon Musk gèrent très mal. C'était déjà le cas quand il communiquait sur ses choix boursiers pour Tesla et qu'il se faisait interdire de tweets par le régulateur américain parce qu'il était en violation flagrante des réglementations sur la communication. Là, il se fait reprendre pour l'instant gentiment par Thierry Breton qui lui dit en Europe il faudra respecter nos règles, mais ça ne va pas rester gentil très longtemps. Twitter n'est pas un empire intergalactique isolé de la Terre. Twitter est sur Terre. Il est soumis à des lois qui sont faites par des gouvernements, enfin par des parlements et par des gouvernements. Donc, à un moment, il va falloir qu'ils prennent conscience de la réalité. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'on peut tirer un certain nombre de leçons négatives de cette expérience. Je pense qu'il nous donne un assez bon échantillon de choses qu'il ne faut pas faire. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut en conclure qu'il va se planter ? Non. Il est en train de prendre un risque colossal. D'abord, il a pris un risque financier, qui pour lui n'est pas colossal, mais qui est assez énorme en rachetant cette boîte beaucoup plus cher que ce que objectivement elle vaut, à tel point que les actionnaires précédents étaient prêts à le forcer à l'acheter parce qu'ils étaient bien conscients que l'offre était tellement belle qu'ils n'en auraient pas une aussi belle de qui que ce soit d'autre. Donc, quand on est à faire un procès à quelqu'un pour l'obliger à exécuter l'offre qu'il vous a faite, c'est qu'on pense vraiment qu'elle est surévaluée. Tout le monde avait l'air d'être d'accord là-dessus. Donc il prend un risque financier qui peut se permettre, heureusement pour lui, mais qui est quand même important. Ensuite, il prend dans le style de management une série de risques maximum. Il fait une série de choses qui, objectivement, n'ont pas les meilleures chances de succès. Sans même parler de leur aspect éthique et philosophique qui est hautement contestable. Même de son point de vue à lui, même du point de vue de l'entrepreneur qui veut, en allant vite et en cassant des choses, remettre Twitter sur les rails, il ne met pas forcément toutes les chances de son côté. Il s'est aliéné les annonceurs, il s'est aliéné les régulateurs, il s'est aliéné un paquet de leaders d'opinion. Il ne met pas toutes les chances de son côté. Est-ce que ça veut dire qu'il va se planter ? J'en suis pas sûr. Mais je ne prendrai pas des paris sur son succès. Super intéressant. Et comment arriver justement dans ce contexte-là à évaluer le pouvoir que ça a en termes... Parce que du coup, il fait parler de lui, du coup, il y a une forme d'admiration qui se crée autour de... Enfin, les décisions radicales, elles ont un côté attractif en tout cas. Elles ne laissent pas inaperçues. Elles polarisent. Donc... Bien sûr. Et donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi un pouvoir dans toutes ces décisions, entre guillemets, prises séparément comme étant des mauvaises décisions, mais génère une forme d'engouement, ou par exemple des salariés chez Twitter qui pourraient être inspirés par avoir un dirigeant qui est en mode... Parce que quand on voit l'histoire, il y a quand même plein de dirigeants, même les plus sombres, qui ont attiré beaucoup de monde par leur côté radical. Oui. Alors, encore une fois, biais du survivant. Il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui prennent des décisions radicales et qui se plantent et dont on n'entend jamais parler, mais qui étaient tout aussi radicaux dans leur choix et tout aussi convaincus de la justesse de leur choix. Ensuite, est-ce que l'accumulation de décisions risquées réduit le risque ? Je ne suis pas sûr. Logiquement, l'accumulation de décisions risquées augmente le risque. S'il faut pour que Twitter réussisse que toutes les décisions très risquées d'Elon Musk réussissent toutes, normalement la probabilité combinée que toutes ces décisions réussissent finit par être assez faible. Mais encore une fois, elle est pas nulle. Il faut pas, je suis pas certain que tout ça va très mal se terminer pour Elon Musk. Oui, il va être potentiellement capable d'ajuster ce qu'il est en train de faire. Il peut aussi ajuster. Une chose que, à son crédit, il a souvent faite,
c'est d'être prêt à changer d'avis très vite et très souvent. Quand il a annoncé son plan de blue check, là où je ne sais plus comment il l'appelle, d'abonnement à quelques dizaines d'euros par mois et qu'on lui a répondu sur Twitter non c'est trop cher, il a dit bon bah 8, ok pas de problème, 8 euros par mois, et puis ensuite il l'a lancé, il l'a retiré, il le relance un mois plus tard. Il n'a pas de problème à expérimenter des choses diverses et variées, ce qui pour le coup est une force dans ce métier-là. Moins quand il s'agit des voitures autonomes, où il faut le coût de l'échec est un peu plus élevé. Mais pour Twitter... Alors lié à cette notion de réussite-échec, on pourrait parler de comment apprendre de ses propres échecs. J'aimerais avoir ton opinion là-dessus. On nous dit toujours « Ah, il faut apprendre de ses échecs, c'est très important. » D'ailleurs, l'échec, c'est formidable. Hein. On finit par nous vanter tellement les vertus de l'échec que on croirait que les gens vont au bureau le matin en se disant « Aujourd'hui, il faut que j'échoue, parce que c'est quand même le plus important, la meilleure manière d'apprendre. » Bon, d'abord, les échecs, on essaie de les éviter, par définition. Donc on essaie d'avoir les meilleures chances de succès dans les décisions qu'on prend. Qu'est-ce que c'est qu'un bon échec ? Un bon échec, c'est une bonne décision qui se termine mal. D'où une première distinction très importante, qu'en fait en français on fait rarement, qui est la distinction entre le droit à l'erreur et le droit à l'échec. On utilise les deux indifféremment. Souvent on parle de droit à l'erreur pour dire non, il faut que les gens apprennent de leurs échecs, etc. C'est pas la même chose. Une erreur et un échec, c'est pas la même chose. On peut prendre une bonne décision qui n'est pas une erreur et avoir un échec. Il y a processus et finalité. Voilà. Et on peut faire une erreur et avoir un succès. Parce qu'on a eu de la chance, par exemple. Ou parce qu'on a pris un risque trop important et que, en fait... Bon. Donc, analyser un échec, ça consiste d'abord à se demander est-ce que la décision était une erreur ou est-ce qu'elle n'était pas une erreur ? Si la décision n'était pas une erreur et qu'on a eu un échec, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas eu de chance ? Ça arrive. Si j'avais prévu d'ouvrir un restaurant le 15 mars 2020 et que le lendemain il y avait un confinement, ça ne veut pas dire que j'avais fait une erreur, mais j'ai pas eu de chance, il y a eu un confinement, voilà. Ou est-ce que ça veut dire que on a pris une bonne décision, on n'a eu ni plus ni moins de chance que ce qu'on aurait dû avoir, mais on a mal exécuté la décision. Et là, il y a des leçons à tirer sur la manière dont on a exécuté. Donc quand on analyse une décision a posteriori, quand on analyse un résultat, un échec en l'occurrence, on doit se poser les questions de la décision, de la chance, de l'exécution. Essayer de séparer les trois. Résultat, j'ai un résultat, il est ce qu'il est. Je dois me demander quelles sont dans ce résultat les parts de la qualité de la décision au moment où je l'ai prise, chose que normalement je devais être capable d'évaluer au moment où j'ai pris la décision, mais je peux vouloir le revisiter. Donc est-ce que la décision était bonne ou est-ce que c'était une erreur, sur la base de ce que je savais à ce moment-là et de la manière dont je l'ai prise. 2, est-ce que j'ai eu beaucoup de chance ou beaucoup de pas de chance qui explique l'échec. 3, est-ce que j'ai eu une mauvaise exécution de ma décision qui explique l'échec. Évidemment, c'est pas si simple que ça. Parce que une fois que l'échec est arrivé, toutes les raisons pour lesquelles il est arrivé nous paraissent évidentes. Ça s'appelle le biais rétrospectif. C'est évidemment qu'il y a eu un confinement. Vous auriez dû vous en douter, ça faisait des semaines qu'on en parlait. Pourquoi vous n'avez pas pensé qu'il allait y avoir un confinement ? Alors je prends un exemple extrême, mais au fond, pas si extrême que ça, parce qu'on est en train de faire des procès à des ministres en leur disant « Et pourquoi vous n'aviez pas prévu qu'il allait y avoir une épidémie d'une maladie infectieuse respiratoire ?» On a déniché un rapport de 2002 dans lequel, à la page 187, il y avait écrit que c'était un danger et qu'il fallait se préparer. Pourquoi vous n'étiez pas préparé à ça ? Donc, a posteriori, tout paraît toujours évident. C'est le problème du biais rétrospectif. C'est pour ça que les prophéties un peu sont écrites après, quoi. Enfin, tu trouves une fois que quelque chose s'est produit, tu trouves toujours quelqu'un qui l'avait prophétisé. En 2008, on nous a sorti l'économiste de génie qui avait prévu la crise de 2008. Sauf que des économistes, il y en a des milliers, et que peut-être celui-là, il avait aussi prévu la crise de 2007, et celle de 2006, et celle de 2005, et celle de 2004, et celle de 2003. Puis toutes ces années-là, personne ne l'a écouté, puis en 2008, c'est le génie qui avait prévu la crise de 2008. Donc, a posteriori, tout paraît évident. C'est le problème du biais rétrospectif. Conséquence de ça, si tu veux analyser la qualité d'une décision, d'abord, il vaut mieux ne pas le faire une fois que tu connais le résultat. Si tu veux vraiment analyser la qualité de la décision, tu l'analyses au moment où tu la prends. Et tu t'assures que tu prends la bonne décision au moment où tu la prends. Une bonne décision, c'est une décision bien prise. C'est pas une décision qui donne un bon résultat. Ça, on le saura plus tard. Une bonne décision, c'est une décision bien prise. C'est comme l'entraîneur de foot dont tu parlais tout à l'heure. Une bonne équipe, c'est une équipe qui joue bien. C'est pas une équipe qui gagne. Tant mieux si elle gagne. Une équipe qui joue bien, elle gagnera plus souvent qu'une équipe qui joue pas bien. Mais le but de l'entraînement, c'est de faire que l'équipe joue bien. Donc, une bonne décision, c'est une décision bien prise. Ensuite, la conséquence de ça, si tu pousses encore une étape plus loin, c'est que si tu veux vraiment tirer les leçons des échecs, il vaut mieux ne pas les appeler des échecs. Pourquoi ? Parce que dès que tu appelles quelque chose un échec dans une organisation, tu mets les gens en position défensive.
les gens ouvrent le parapluie. Les gens vont trouver toutes les raisons pour lesquelles c'était pas ma décision, c'était la chance, c'était l'exécution des autres, pas la mienne. Et donc, on va faire en sorte que cet exercice qui devrait consister à tirer des leçons consiste essentiellement à s'interdire de les tirer. À se déresponsabiliser. À se déresponsabiliser, à se couvrir, à se protéger. Dans la plupart des organisations, c'est ce qui se passe. Quand on fait le débrief d'un échec, quand on fait le post-mortem d'un échec, en fait, on invite les gens à se défendre. On les met en position défensive. C'est pas seulement dans une organisation. D'ailleurs, c'est vrai aussi au niveau des individus. Il y a des études tout à fait intéressantes là-dessus. Contrairement au cliché qu'on apprend plus de ses erreurs que de ses succès, ou de ses échecs que de ses succès, les gens apprennent beaucoup plus de leurs succès que de leurs échecs. Parce que quand on est en position d'échec, on se ferme. On cherche toutes les raisons pour lesquelles c'est pas important, c'est pas moi, j'ai pas fait vraiment attention, etc. D'ailleurs, tous les profs savent ça, hein, que quand les élèves ont des mauvaises notes, ils apprennent moins bien que quand ils ont des bonnes notes. Ok. En bonne logique, on devrait dire, si j'ai une mauvaise note, je vais travailler plus dur. Ouais, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on a une mauvaise note, on dit, oui, c'est normal, je suis pas bon, je suis nul, ça sert à rien que je travaille. Et puis d'ailleurs, les maths, ça sert à rien. Et voilà comment on se met en échec. Donc, si tu veux que les gens tirent les leçons de leurs expériences, demande-leur de tirer les leçons de leurs expériences et non pas de leurs échecs. Oui, on est comme un chercheur qui vient de faire une expérience et qui essaye d'apprendre, quel que soit le résultat d'ailleurs. Quel que soit le résultat. Et donc ce que tu vas faire, si tu veux tirer les leçons de tes expériences et pas de tes échecs, c'est que tu vas tirer systématiquement les leçons de tes expériences, que ça soit des échecs ou des succès. Et d'ailleurs, tu vas t'abstenir de dire que c'est des échecs ou des succès, tu vas simplement dire que c'est une expérience dont on fait le débriefing. Comme dans un commando militaire, d'élite, on fait systématiquement le débriefing après la mission. Et le débriefing, il vise à savoir qu'est-ce qu'on a fait bien, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, indépendant du fait que la mission s'est bien terminée ou mal terminée. Et on sait bien si elle s'est bien terminée ou mal terminée. On n'a pas besoin de venir nous mettre le nez dedans si elle s'est mal terminée. On se concentre sur le processus. On se concentre sur le processus. Et en particulier, j'emprunte ça au commando de marine, tu vas te poser systématiquement la question, quand est-ce que dans cette mission on a eu de la chance ? Parce que si le succès de la mission est dû en partie à la chance, au lieu de se dire on est formidable, ouais, ça te rend il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on change la prochaine fois pour que la prochaine fois on ne soit pas dépendant de la chance ? Parce que ce qui caractérise la chance, c'est qu'elle tourne. C'est que si on l'a eu une fois, on l'aura peut-être pas la prochaine. Oui, si le preneur d'otage, en fait, il a raté son tir et que j'ai survécu, c'est pas moi qui était particulièrement bon. Voilà. Or, dans la plupart des organisations, comme on étiquette les expériences échec ou succès, avant de faire le débriefing, quand c'est un succès, on va attirer l'attention sur toutes les choses formidables qu'on a faites et on va perdre de vue le rôle de la chance. Et quand c'est un échec, on va ouvrir le parapluie, montrer du doigt les autres, invoquer la chance, l'imprévisible, etc. et faire en sorte de n'en tirer aucune leçon. Donc en fait, le fait de désigner les expériences comme étant des échecs ou des succès avant d'en tirer les leçons est en soi ce qui rend impossible d'en tirer des leçons valables. Moi, je trouve ça génial et en plus, je trouve que échec et réussite, c'est très subjectif avec le temps. Parce que des fois, ce qu'on considérait être un échec se transforme dans notre vision et pareil pour la réussite. Parce qu'on n'a pas encore tous les éléments, donc Absolument. tu peux penser que c'est une bonne décision. Et l'investissement derrière le monde, tu peux dire « Ah tiens, j'ai pris une bonne décision, je viens de gagner de l'argent » et juste après, tu as l'économie qui change. J'adore ce changement d'échec-réussite à expérience et de systématiser l'apprentissage. Ça s'applique super bien, je trouve, aussi au processus commercial. Je peux avoir réussi une vente simplement parce qu'en fait, le client, il avait déjà décidé d'acheter et j'ai pas été très bon. Et je peux rater une vente alors que j'ai été très bon. Absolument. Et même sur une vente, c'est évident. C'est moins évident, mais tout aussi vrai sur 6 mois ou sur 1 an. Moi, j'ai eu plein de fois des situations où une équipe commerciale dit mais on est tous devenus mauvais là parce que depuis 6 mois, on ne vend plus rien. Mais les gars, si vous continuez à faire la même chose qu'il y a 6 mois et qu'il y a 6 mois, ça vendait très bien et qu'aujourd'hui, ça vend beaucoup moins bien, c'est probablement pas que vous étiez des génies il y a 6 mois et que vous êtes devenus des nuls. C'est peut-être que le marché est devenu plus dur. L'erreur, c'est qu'il y a 6 mois, vous pensiez que vous étiez des génies. Alors qu'en fait, vous étiez simplement sur un marché porteur. C'est tout autant une erreur aujourd'hui de penser que vous êtes tous des nuls et qu'il faut virer la moitié de l'équipe, parce que le marché est devenu moins porteur. La chance, en l'occurrence, c'est le marché. Oui, le marché, c'est peut-être aussi un côté cyclique Absolument. De la demande. Et alors, il y a, dans cet exemple des commerciaux, il y a un phénomène tout à fait amusant et pervers, qui est
le faux apprentissage qu'on a quand on est en position de management. J'explique ce que je veux dire. Tu es chef de vente. Tu as une équipe de vendeurs, et il y en a un qui a super bien performé, et il y en a un qui a beaucoup moins bien performé. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas voir celui qui a bien performé, et tu lui dis bravo, super, continue. Tu vas voir celui qui a moins bien performé, tu lui dis donc là, il va falloir que ça s'arrange un petit peu, hein, parce que sinon il va y avoir des conséquences. Et puis 6 mois plus tard, tu relèves les compteurs, et tu t'aperçois que celui qui était très bon est devenu un peu moins bon, et celui qui était moins bon est devenu nettement meilleur. Et tu te dis, j'aurais pas dû le féliciter tellement le premier, là, parce qu'il est devenu complaisant. Hein, il a levé le pied. Et l'autre, là, quand même, j'ai bien fait de lui remonter les bretelles parce que ça l'a remotivé et on voit l'amélioration. En fait, tu es en train de surinterpréter un phénomène qui serait probablement produit si tu n'avais rien fait du tout. Qui est simplement que les extrêmes reviennent vers la moyenne. Si quelqu'un avait une performance extrêmement bonne, c'était probablement en partie dû à la chance. Et comme le rôle de la chance va fluctuer à qualité intrinsèque égale, sa performance sera un peu moins bonne le coup d'après. Si quelqu'un était vraiment le plus mauvais, c'était aussi en partie dû à la chance, comme s'il n'a vraiment pas eu de bol les 6 mois précédents, il va en avoir un peu plus les 6 mois d'après, à effort égal, il va avoir des résultats un peu meilleurs. Ça, c'est tout simplement la régression vers la moyenne. C'est un phénomène statistique qui ne demande aucune autre explication que l'explication statistique. Et pourtant, le chef de vente dans cette situation-là va être absolument convaincu que c'est son intervention qui a produit les résultats qu'il observe. Donc attention à ce genre d'apprentissage, de faux apprentissage, d'apprentissage superstitieux, en fait, où on croit qu'un phénomène dans lequel on est pour rien est le résultat de notre comportement. Dans tout ce qu'on décrit, moi j'ai un biais parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'arrive à imaginer quelqu'un qui nous écoute et qui se dit mais là moi quand j'entends tout ça, du coup je vais plus rien faire en fait. Au contraire, pourquoi plus rien faire ? Je vais plus prenons l'exemple du manager des ventes. Je vais plus faire de feedback, je vais plus pouvoir apprendre, je vais douter de tout. J'exagère volontairement. Hein, Bien sûr. Mais tu vois, c'est exactement la bonne question à se poser. Je vais plus faire de feedback. Si, mais sur quoi ? Pas sur le résultat, sur le process. Je vais aller voir mon vendeur le meilleur et mon vendeur le moins bon, et accessoirement tous les autres. Regardez l'appel, par exemple. Et je vais regarder ce qu'ils font. Et je vais les coacher sur ce qu'ils font. Ce qui compte, c'est pas les résultats qu'ils ont, c'est ce qu'ils font. Exactement comme le coach sportif dont tu parlais tout à l'heure. Ce qui compte, c'est pas de regarder le score à la fin du match et de dire les mecs, vous êtes tous les meilleurs du monde parce que vous avez marqué un but à la dernière seconde sur un poteau rentrant. C'est de se demander qu'est-ce qu'on a fait bien, qu'est-ce qu'on a fait pas bien, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Et le bon manager, le bon coach de son équipe de commerciaux, c'est celui qui va aller avec eux se demander comment est-ce qu'il peut les aider à faire mieux. Et qui va le faire pour le meilleur qui a eu les meilleurs résultats, comme pour le moins bon qui a eu les meilleurs résultats. Et indépendamment de leurs résultats. À la limite, s'ils ne connaissaient pas leurs résultats, ça serait encore mieux. J'étais en train de penser ça d'un manager qui évalue un appel de vente sans connaître est-ce que ça a performé ou pas. Ce qui permettrait d'être plus objectif. Sinon, tu vas confirmer encore une fois, biais de confirmation dans le processus. Hyper intéressant. Plus une question perso, ça a été quoi, toi, dans ton parcours de chercheur, le plus gros challenge émotionnellement, le truc le plus dur à vivre, et peut-être qui t'a aussi du coup le plus appris, ou pas, vu de notre conversation. Ça a été quoi ton plus gros défi en fait à toi ? Ou un des plus gros défis des dernières années ? Il y en a beaucoup, parce que quand on est consultant, c'est pas un métier facile d'être consultant. Il y a beaucoup de défis. Un qui est, à mon avis, plus riche d'enseignement pour tout le monde, c'est quand on a été dans un métier pendant 25 ans, comme moi, en l'occurrence conseil en stratégie, et qu'on se dit qu'on va faire autre chose, comment on s'y prend ? Et alors souvent j'ai des gens qui me disent « Mais toi, comment t'as fait ? Parce que c'est tellement évident que t'étais fait pour être prof et que t'étais fait pour ça. D'ailleurs, je l'ai toujours su. » Et en général, je leur dis « C'est sympa, tu me l'avais dit, tu m'aurais fait gagner beaucoup de temps parce que moi, je le savais pas que j'allais être prof. » En fait, je suis parti du conseil en stratégie en me disant que j'allais essayer un certain nombre de choses. J'allais essayer d'être un peu prof, parce que j'aimais bien ça. J'en avais fait un peu, et puis je me suis dit que j'allais essayer d'en faire un peu plus, et puis un peu investisseur, parce que je trouvais que c'était sympathique, des startups, etc. Et puis peut-être un peu administrateur, parce que il me paraissait évident qu'un certain nombre d'entreprises avaient besoin de ma grande sagesse dans leur conseil d'administration. Et puis peut-être que j'allais aussi faire un peu de conseil en indépendant, parce que j'en avais fait beaucoup et que j'étais quand même très très bon pour ça, n'est-ce pas ? Et qu'il y avait certainement beaucoup de gens qui avaient besoin de mes conseils. Et donc je pensais que j'allais avoir un portefeuille d'activités comme ça. Ce qui fait sens. Ce qui fait sens, ce qui n'est pas idiot.
Et en fait, c'est à l'usage, au bout d'à peu près 1 an, que je me suis dit, en fait, quand je regarde vraiment comment je me sens quand je fais ces différentes choses, qu'est-ce que j'aime plus, qu'est-ce que j'aime moins, il y a un truc qui m'amuse beaucoup plus, c'est d'être prof et d'enseigner, et de faire de la recherche et d'écrire des livres. Enfin, en gros, tout ce qui tourne autour de l'éducation. De ce métier de prof, de faire des conférences, etc. Et le reste, c'est sympa aussi, mais si je veux faire un métier bien, il faut que je me concentre un petit peu. Ça veut dire que je vais arrêter complètement de faire des investissements, ni que je vais renoncer aux engagements que j'ai pris, mais ça veut dire qu'il faut que je me reconcentre. En fait, j'ai décidé d'être prof, mais je ne l'ai pas décidé en partant de mon métier précédent, je l'ai décidé après avoir expérimenté un certain nombre de choses. Ce que ça te faisait. Et en fait, dans mon cas, c'est accidentel, mais je pense qu'il y a une leçon à en tirer. On parlait de comment est-ce qu'on tire les leçons de l'expérience, qui est que on ne sait pas ce qu'on va aimer tant qu'on ne l'a pas essayé. Ça paraît évident quand je le dis comme ça. Mais souvent, les gens qui veulent changer de poste, on leur dit « Ah ben voilà, il faut que tu réfléchisses à ce que tu aimes vraiment, il faut que tu réfléchisses à ce que le monde a vraiment besoin de trouver, il faut que tu réfléchisses à où est-ce que tu es vraiment différenciant, il faut que tu... » Et rationnellement, ça a beaucoup de sens, sauf qu'en fait, on n'a pas les réponses à ces questions tant qu'on n'a pas essayé. Et donc maintenant, quand des gens me demandent un conseil là-dessus, je leur dis d'abord que c'est pas à moi qu'il faut les demander parce que je suis pas un spécialiste, mais que sur la base de ma petite expérience à moi, si j'ai une leçon que j'en ai tirée, c'est n'essayez pas de savoir ce que vous aimez et à quoi vous êtes bon avant d'avoir essayé. Trouvez un moyen d'expérimenter, trouvez un moyen de mettre l'orteil dans l'eau avant de plonger, parce que en fait, se lancer avant de savoir, c'est très compliqué. Je me serais pas lancé dans un doctorat avant d'avoir expérimenté. Au bout d'1 an, je me suis dit, ouais, non, là on va être sérieux, je vais aller faire un doctorat, je vais être vraiment prof. Mais c'est un investissement que j'aurais pas fait avant d'avoir un petit peu essayé, quoi. Non, c'est intéressant, quelque part, tu as émis des hypothèses par rapport à ce que tu savais un peu de et toi. Et j'ai testé les hypothèses, un peu comme un chercheur fait des expériences pour tester les hypothèses. Ça, encore une fois, ça paraît évident quand on prend cette analogie-là, mais c'est assez contraire à ce que beaucoup de conseils en développement de carrière te disent quand tu lis les livres là-dessus. Et c'est valable pour les jeunes aussi. On leur demande de choisir leur carrière. Moi, souvent, j'aime leur dire, mais en fait, teste. Tu vas voir. Parce qu'en fait, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée non seulement de ce que sont les choses, parce que ça, on peut se renseigner, mais vous n'avez aucune idée de qui vous êtes. Vous n'avez aucune idée de ce que vous aimez vraiment. Vous changerez au contact de l'expérience. Il y a un paradoxe tout à fait intéressant d'un psychologue qui s'appelle Daniel Gilbert et d'un de ses collègues, qu'il appelle l'illusion de la fin de l'histoire. En fait, quand tu demandes aux gens « Est-ce que vous avez beaucoup changé depuis 10 ans ?» Ils te disent « Ah oui, j'ai beaucoup changé depuis 10 ans. » Quand tu leur demandes « Est-ce que vous allez beaucoup changer dans les 10 ans qui viennent ?» Ils te disent « Ah ben non, je vais rester éternellement comme je suis. » C'est drôle ça. Mais oui, c'est drôle. Mais en fait, si tu te demandes pour toi comment c'est, tu vas faire la même réponse. Tu vas dire « Je suis comme je suis. Je pense pas que je vais changer à l'avenir. » J'ai un petit biais lié à mon métier, mais... Oui, c'est possible. Mais en revanche, tu es conscient que tu as changé dans le passé. Ouais, bien sûr. Et la plupart des gens sous-estiment à quel point ils vont changer à l'avenir, alors qu'ils sont conscients de combien ils ont changé dans le passé. Ils ont l'illusion d'être aboutis. Ils ont l'illusion d'être finis, en fait. Le diamant, il est bon, là. D'être à la fin de l'histoire, exactement. Et en fait, comme on n'est pas à la fin de l'histoire, comme on va évoluer, si on veut savoir ce qu'on va aimer et ce qu'on va pas aimer, le meilleur moyen, c'est d'essayer. Est-ce que tu as eu du bruit interne ou externe sur ce choix qui peut-être pourrait être perçu de dire « Attends, t'étais consultant », il y a aussi la rémunération qui peut aller des fois avec le métier de consultant. Est-ce qu'il y a eu ce bruit-là, soit chez toi, soit dans ton entourage, de cette transition ? Ou ça a été vraiment évident du coup pour toi ? Non, c'était pas évident du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça en partie qu'au début, je me disais, c'est un portefeuille d'activité, je suis pas vraiment prof. Se définir comme prof, ça a pris un petit peu de temps. C'est pas tellement une question de rémunération, parce que ça, il n'y a pas d'illusion là-dessus. Tu sais bien que c'est des ordres de grandeur différents par rapport à une carrière de consultant. Mais tu aurais pu ne pas être honnête avec toi, du coup, te dire, mais en fait, non, il faut que ça reste faut que je reste consultant parce que... Oui, et en fait, une partie du raisonnement au départ, c'était de me dire, si je veux équilibrer les différents aspects économiques, temps passé, etc., il faut que je fasse aussi des choses qui sont plus rentables que d'autres. Au final, ça s'équilibre différemment. Et puis, là aussi, on change. C'est-à-dire que les attentes qu'on a changent. On n'a pas le même train de vie, tout simplement, quand on change de vie. Et des choses qui paraissaient impensables, en fait, posent aucun problème. Les choses qui me manquent ne sont pas du tout celles dont je pensais qu'elles me manqueraient, et les choses dont je pensais qu'elles me manqueraient ne me manquent pas du tout. Trop bien. Une petite question en tant que professeur, en tant qu'écrivain.
Parce que toi, il y a plein de sujets qui vont t'intéresser. Comment tu fais le tri dans ce que tu vas donner et dans la manière de la donner pour que ça soit accessible, pédagogique? Dans ce que je vais te donner, c'est-à-dire? Si on prend par exemple les livres que tu as écrits, j'imagine que ce livre-là ne contient pas toutes les choses que toi tu connais ni ce que tu as appris. Donc il y a un choix à faire dans ce que tu vas donner, peut-être pour que ça parle au lecteur. Typiquement, entre toutes les recherches sur les biais cognitifs et un livre qui soit accessible quand même pour une partie du grand public, il y a un exercice de traduction. L'exercice, c'est un peu ce que fait le journaliste quand il écrit un papier, mais en plus long parce que c'est un livre, c'est de trouver l'angle. C'est-à-dire de dire, en fait, quelle est l'histoire que je vais raconter. Si tu fais un traité où tu essayes de résumer tout ce que tu sais sur un sujet, tu écris un manuel, un textbook. Et c'est utile, j'ai un grand respect pour les gens qui écrivent des manuels. J'ai même contribué modestement à un manuel de stratégie, donc c'est très important. Mais quand tu écris un livre qui est destiné à un grand public, il faut que ça raconte un peu une histoire. Il faut que ça soit un peu anglais. Et donc, il faut que tu trouves une manière de raconter l'histoire dans laquelle tu vas faire rentrer ensuite le contenu scientifique que tu veux faire rentrer. Donc, par exemple, pour Vous allez commettre une terrible erreur, qui est mon premier livre et qui parle des biais cognitifs, c'est l'idée que je vais essayer de vous expliquer comment prendre des meilleures décisions de stratégie. Pas comment prendre des meilleures décisions de recrutement, j'en parle pas pourquoi vous avez des biais cognitifs en général, pas comment éviter les biais cognitifs dans vos décisions de consommateurs ou d'acheteurs de voitures ou d'épargnants. Il y a des tas de gens qui font ça très bien, mais vraiment sur un sujet qui, à mon avis, n'était pas suffisamment bien traité, qui est comment est-ce que les biais cognitifs expliquent les erreurs stratégiques et comment est-ce qu'on peut mettre en place des processus de décision qui permettent de les limiter. Donc c'est un exemple d'angle où par rapport à tout un corpus de connaissances que je ne connais pas toutes, mais où pour le coup je sais ce qu'il faut essayer d'aller chercher, je vais aller chercher des choses qui permettent de répondre à la question que j'ai posée. Et la difficulté, c'est de trouver la bonne question. Trop bien. Merci Olivier, en tout cas, c'était vraiment cool. Merci à toi.